Merci beaucoup d'être venu. Alors, je vous laisse tout de suite avec le groupe Jeunesse sans frontières pour une longue présentation. Merci beaucoup d'être venu, c'était gentil. C'était très intéressant, je suis sûr. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, mon nom est Mario Fortel, je suis animateur à Polyvalente, animateur à la vie spirituelle et anglophone communautaire. Moi, je suis Patrick Breton, je suis enseignant en espagnol et animateur avec Mario. Enseignant. Moi, c'est Catherine Boulet, je suis membre de Jeunesse sans frontières. Chloé Maniab, je suis aussi membre de Jeunesse sans frontières. Alors, Jeunesse sans frontières, c'est un mouvement de la Polyvalente qui organise des activités d'ouverture sur la communauté, d'ouverture sur soi-même et la communauté. Donc, durant l'année, on organise plusieurs activités bénévoles, en fait, pour favoriser, en fait, s'occuper des plus démunis dans la société, humaniser le milieu scolaire, le rendre plus humain. Donc, on a plusieurs projets, Marche du pain, on a la journée Normand Maurice et, entre autres choses, on fait 2 stages à l'étranger. On a un stage au Guatemala et un stage en Haïti. Alors, ce soir, on va prendre le temps de vous présenter un petit peu les 2 stages qu'on fait au Guatemala et en Haïti. Un petit peu, si vous avez des questions tout au long de la soirée, gênez-vous pas. Et Catherine, Chloé et puis Patrick vont faire un plaisir de parler de leur expérience. Ici, Marie-Ève, aujourd'hui aussi, est avec nous autres, je suis capable d'en parler sur des affaires qui sont pas correctes. Alors, juste pour commencer, avant, dans les voyages à Polyvalente à Saint-Laurent, ça fait longtemps que ça existe, les voyages de ce type-là. Avant, il y a le groupe de Jeunesse internationale. Ça a été fondé par Odette Doyon, qui s'implique encore beaucoup dans la communauté. Donc, ça fait une trentaine d'années qu'il y a des voyages qui se font. Il y en a au Paraguay, en République dominicaine, en Haïti. Et maintenant, on va principalement au Guatemala et en Haïti. On a ciblé ces 2 pays-là parce qu'on trouvait les projets super intéressants là-bas et très sécuritaires. Pour nous, c'est important. Pour les parents aussi, c'est important qu'on aille dans des zones sécuritaires et où c'est facile de faire le développement durable. Est-ce que vous pouvez juste faire la lumière ici qu'on voit? ouais, peut-être, on va essayer. On voit bien quand même. Ah, C'est correct ou je les laisse allumer, c'est On peut peut-être si on l'allumer en arrière, c'est possible? Comme ça fait un. Ah, ouais, là, ça fait bon sens. Patrick, est-ce que tu veux ça? C'est pas quelqu'un qui fait du piton? Oui. Ça ne dérange pas pour se l'interchanger parce qu'on n'a pas du tout la distance. On n'a pas de souffler la distance pour. Non. Alors, on a plus sur des voyages humanitaires, ça change des vies. Hein? Alors, nous, on est convaincus que de vivre cette expérience-là, ça a un impact sur la vie des élèves qui y vont, mais aussi sur la vie des gens là-bas. Alors, bon. Donc, on va commencer par le Guatemala. Alors, une terre d'accueil, comme vous dites en bas. Hein? C'est quoi, déjà? Les gens Accueillant. Gens accueillants. Alors, on va revenir sur les pyramides verticales plus tard. On va commencer par. Alors, le Guatemala, par un petit peu de géographie. Il y a 14 millions d'habitants au Guatemala. Dans la langue espagnole, c'est un pays qui est principalement montagneux, très montagneux. D'ailleurs, l'endroit qu'on voit, nous, en Gare-Chalom, c'est un endroit qu'on est quand même assez haut en altitude. Et c'est pour ça d'ailleurs que la température est plutôt fraîche. Alors que quand on va au niveau de la mer, au nord, dans le climat tropical, il peut faire jusqu'à 40-45 degrés facile. Alors que dans où ce qu'on va, nous, c'est environ 25 degrés là, en moyenne. Et évidemment, c'est la principale ville de la capitale, c'est Guatemala City. Où ce qu'on va, nous, c'est à peu près une centaine de kilomètres, à peu près au sud. 40, mais ça fait environ 1 heure pour aller à l'orphelinat. Alors, les principales villes, avec une petite idée, on atterrit à Guatemala City, on va à un village qui s'appelle Chumpango, un petit peu plus au sud. Et durant le voyage, on va aller jusqu'à Livingston et puis à Rio Dulce. Et on va même monter jusqu'à Flores et on va y avoir plus haut jusqu'aux pyramides de Tikal à Tikal qui est près de la frontière avec le Mexique. Donc c'est un petit peu le parcours qu'on va faire. On va quand même faire un bon bout du Guatemala durant notre voyage. Juste pour revenir, c'est ça.
sur la géographie. Au Canada, dans l'Ouest, bon, on a les Rocheuses qui se transforment au Rock, on appelle ça les Rocky Mountains aux États-Unis. Et à partir du Mexique, il y a partout en Amérique centrale, c'est la Sierra Madre. C'est une chaîne de volcans. Donc le Guatemala, c'est un pays de montagnes et de volcans. Il y a une trentaine de volcans, dont quelques-uns qui sont actifs. Alors, c'est très beau visuellement d'apercevoir des volcans, parce que où on va, au loin, on en aperçoit. C'est toujours un petit choc un peu. On a le mont à pic, mais là-bas. Le volcan. Ça change un peu. Alors, toi à barre, un des moyens de transport, évidemment, c'est on prend l'autobus, mais bien souvent, quand c'est des courtes distances, on va voyager en boîte de pick-up. Les règles du code de sécurité sont pas les mêmes. Allez. Oh, on va sur l'endroit qui s'appelle l'orphelinat Garchalom. Donc, je vais laisser les filles décrire un petit peu l'endroit et le contexte et comment ça. Mais dans le fond, l'orphelinat Garchalom, c'est un orphelinat qui accueille environ une quarantaine de garçons, soit qui sont abandonnés par leurs parents, donc souvent des problèmes de drogue, d'alcool, la violence avec les parents, ou tout simplement que les parents sont décédés, donc les enfants sont orphelins. Là-bas, dans le fond, dans notre séjour, on fait des travaux la semaine. La fin de semaine, on va visiter partout un petit peu dans le Guatemala. Puis c'est ça, on vient en aide aux petits garçons. Puis aussi, le matin, les enfants des villages avoisinants viennent à l'école. Puis fait que là, on noue des liens avec eux. On joue avec eux, on noue des liens avec les enfants. Quel âge ils ont, les enfants? Ceux de l'orphelinat, dans le fond, c'est tout l'âge, c'est de leur enfance à ce qui a fini leurs études. Ça peut varier, là, mais entre 5 et 17, mettons un âge. Est-ce qu'on dit les travaux aussi qu'on fait là? On va voir ça. L'orphelinat existe depuis les années milieu 90. Ça a été fondé par un prêtre de Thetford, qui s'appelle Roger Fortin, qui a plusieurs projets. Il a commencé au Guatemala et maintenant il y a 2 projets au Guatemala et des projets principalement aussi au Pérou, au Paraguay et en Bolivie. Donc il est encore très actif. Et donc il a créé cet orphelinat-là maintenant qui se gère un peu par lui aussi beaucoup là, au développement durable des communautés environnantes. Et fait des jeunes, l'idée c'est de faire des jeunes responsables et des citoyens qui vont s'impliquer et qui vont faire en sorte que leur pays va continuer de croître et de se développer. Alors, expliquez-nous un peu la diapositive. Ça, en fait, c'est un dortoir. En fait, c'est un endroit où nous, on dort, en fait, la nuit. Puis, on est, comme vous voyez sur les photos, les matelas sont assez collés. Donc, on n'a pas une chambre à nous tout seul. On est toutes cordées. Puis, on a chacun notre petit espace, mais il faut s'arranger avec ça. Puis, c'est ça, là. C'est une classe, dans le fond, les élèves là-bas nous prêtent une classe, nous accueillent dans une classe, puis on dort sur des petits matelas par terre. Mais c'est vraiment une expérience de groupe, fait que, quand je suis revenue chez moi, mettons, je m'ennuyais de ça, là. Je me trouvais toute seule dans ma chambre, j'aimais mieux, mon petit matelas avec tout le monde. Conflit, trouver des trucs à un moment donné de relation entre nous autres, parce qu'on est une grande famille durant 17 jours. Et comme toute bonne famille, il y a des moments de joie et d'extase, mais aussi des moments plus difficiles où l'autre peut nous commencer, nous taper ses nerfs un peu, après quelques jours. Au début, c'est bien beau. Puis, des fois, on pense être meilleure amie, puis on pense qu'on la connaît bien parce qu'on la voit à l'école, mais on ne vit pas avec 24 heures sur 24. Et on s'aperçoit que vivre avec une personne 24 heures sur 24, des fois, ça l'amène de d'autres affaires, des beaux moments, des belles découvertes. Alors, ça fait partie un peu, je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu de la vie du groupe, comment vous avez vécu ça? C'est différent parce que, comme Mario l'a dit, on n'est pas habitué de vivre 24 heures sur 24 avec une même personne. Fait qu'on apprend à la découvrir plus, fait qu'il y a des points positifs et négatifs à ça. Mais ça se fait quand même bien. On apprend tout à se connaître sur nos points, sur nos qualités puis nos défauts. Puis il faut s'arranger avec ça. Là, on trouve une façon de bien communiquer ensemble puis que ça fonctionne bien. Là. Puis on est tous différents. Tu sais, mettons, moi, j'aime ça être en groupe, tu sais, être toute seule, j'aime pas ça. Et il y en a qui, tu sais, ils aiment ça être toute seule, avoir leur bulle un petit moment. Fait qu'il faut s'adapter. Tu sais, mettons,
moi, je vais aller voir quelqu'un, tu sais, je vais toujours lui parler, tandis qu'elle avait peut-être plus son petit moment. Fait que c'est d'arranger ça avec tout le monde et de découvrir tout le monde vit comment à son quotidien. On s'habitue vite. Alors ici, vous avez l'école, une partie de l'école, il y a 2 ans, en 2012, où on est allé. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des enfants des villages avoisinants, des villages plus ou moins pauvres, des villages pauvres, et les enfants ont accès à l'école, qui est une école privée, parce que dans le fond, c'est subventionné par les dons des gens, et c'est totalement subventionné par les dons. L'État ne donne rien. Donc, l'État ne donne strictement rien à l'école, et contrairement à ici, où l'école privée, souvent c'est des plus nantis, comme préjugé, on dit que les écoles privées, c'est les plus riches qui y vont. L'école publique, c'est des gens du public en général. Là-bas, c'est des gens qui ont des moyens qui vont à l'école publique, parce que l'école publique, il y a des frais, il y a des uniformes à payer, il y a des matériels scolaires, et souvent les gens n'ont pas les moyens de se payer ça. Donc, heureusement qu'il y a des écoles comme ça, des écoles privées qui poussent un peu partout par des œuvres qui vont permettre à des enfants qui n'iraient pas à l'école d'aller à l'école. Donc, ils vont recevoir environ entre 150 et 170 enfants qui vont venir à l'école, filles et gars, du primaire jusqu'au secondaire et éventuellement même école technique. On dirait cégep, on va plutôt parler d'école technique. On va rouler. Alors, évidemment, grâce aux dons, entre autres, de la Marche du Pain, c'est pas juste la Marche du Pain qui finance ça, évidemment, mais la Marche du Pain, entre autres, va envoyer un montant d'argent. Cette année, il y a 5 000 de la marche qui va encore l'année passée, il y a eu 5 000, cette année, un autre 5 000 qui va aller à ça. C'est qui permet la construction de classes supplémentaires. Donc, si on dit plus de classes, on dit plus d'élèves qui vont être en mesure d'aller à l'école. Et c'est qui donne. Un deuxième étage. OK? Donc, cette année, on a travaillé sur le deuxième étage. On n'a pas construit le deuxième étage, mais on a travaillé dessus, on a finalisé, on a peinturé, on a aplani les plafonds, trouvé des fenêtres, et on a fait une petite garde là, qui n'est pas là. On a construit une petite garde en avant. Et cette année, le projet, c'est de construire un troisième étage. Donc, le troisième étage va permettre encore une fois plus de classes, plus d'enfants. Et entre autres, ils veulent faire une classe de musique parce qu'ils veulent avoir là-bas, c'est très à la mode. Je dirais que chaque institution scolaire a sa fanfare ou son groupe musical, puis ils partent en compétition. Donc, ils veulent avoir leur propre musique. Et comme vous voyez, c'est quand même bien bâti. C'est quand même propre, c'est quand même. On ne s'en va pas dans la misère. On va là, on va dans la pauvreté, dans le sens que on va dans l'essentiel. Il n'y a pas de luxe, mais c'est quand même propre et bien entretenu. La construction du bâtiment, ça semble être assez construit à peut-être un architecte, il y a un ingénieur certainement qui a pensé à tout ça. Comment ça fonctionne, ce volet-là? C'est pas vous qui touchez à ça, mais c'est un organisme, c'est des Québécois qui participent à cette partie-là aussi. Bien, ils ont la chance, en fait, qu'ils ont des jeunes, ça fait longtemps. Bon, l'orphelinat, comme je dis, ça existe depuis quelques années. Et ils ont la chance qu'il y a des jeunes qui ont accompagné durant leur parcours primaire, secondaire et même universitaire. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle César, qui est étudiant en architecture. Donc, César donne un gros coup de main, et comme maintenant un aide aux responsables, donne un gros coup de main pour les constructions, pour l'architecture. C'est sûr que c'est une architecture ici, on n'est pas habitué, tout est construit en blocs de ciment, avec des robes de métal. Donc, c'est vraiment ça. Donc, lui, il donne un bon coup de main. Et après ça, ils vont engager souvent on va dire un maître de chantier, un contremaître, en fait, qui va donner des indications. Et moi, j'adore ça, les Guatémaltèques ont une façon de travailler qui n'est pas la nôtre. C'est drôle que quand les élèves arrivent, qu'on arrive, ils sont OK, là, go! On faut transporter des blocs, vite. Après une journée, on prend ça plus relax et on suit ce que le contremaître dit. Et je me souviens ils travaillent avec les moyens du bord. Puis là, des fois, on se dit, ouais, mais là, s'il y avait une scie, ça irait bien plus vite. Non, ils vont scier à la main, puis ils vont couper les blocs à la main, puis on transporte ce qu'on a à transporter. Et c'est ça, il y avait un contremaître on fabriquait un poulailler. Puis bon, il avait fait ses lignes, ses blocs. Et là, ça faisait 1h30 qu'il était là-dessus à peu près. Et il termine, puis là, finalement, il mesure, puis ça marchait pas. C'était pas. Et là, ici, si ça avait été
si ça avait été un employé d'ici, bon, il aurait sacré, il aurait lancé quelques outils, puis là, ça marche pas. Maintenant, lui, il a fait des affaires, je vais rouler son fil, on va recommencer. C'est bien tranquille. Fait que c'est une belle. Moi, ça avait été une belle leçon de zen, de dire, OK. C'est demain lancé. Oh, ouais, c'est ça. On recommence. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Fait que c'est un bel apprentissage, je trouve, que les gens y font. Et donc, c'est ça. Fait que ça se construit petit peu à petit peu. Moi, quand je suis arrivé, l'orphelinat, il y avait un bloc central qu'on a vu au début et le dortoir des jeunes. Et il s'est construit, bon, des classes. Il y a eu une classe qui a servi pour faire des pâtisseries. Donc, il essaie de faire des choses qui permettent aux jeunes de se responsabiliser. Tout ce qu'on voit, là, l'autour, les arbustes, ça a tout été planté et c'est entretenu par des jeunes de l'orphelinat. C'est pas des gens de l'extérieur. Donc, les enfants de l'orphelinat, oui, ils vont à l'école, mais ont une partie aussi, on en parlera peut-être dans la journée, mais ont des responsabilités sur le terrain et dans l'institution. Fait que c'est un privilège, ils ont la chance d'aller à l'école, mais en retour, ben, ils ont des responsabilités et des devoirs aussi. Fait que donc, c'est ça, depuis quelques années, ça s'est beaucoup. Ça, c'est ici, ça paraît pas, c'est un terrain de soccer en ciment. Après ma barre, là, la première fois que je suis allé, c'était ça, là, il y avait le petit mur, il n'y avait pas la clôture, le ballon, puis ça n'existait pas. Hein. Le ballon était partout tout le temps, parce que bon, ça joue au soccer. Et là, à un moment donné, ils ont mis la clôture. Après ça, bon, ben, est arrivé justement là, ces nouvelles classes-là qui ont permis de créer l'école dont Mario parlait tout à l'heure. C'est constamment en développement. Pour nous, c'est intéressant de dire, bon, ben, ce qu'on apporte aide beaucoup, puis ça se développe, puis ils continuent. Puis ils font beaucoup, comme je sais, pour les communautés autour. On dit à l'école toute la journée, avant, 25 d'après-midi. Non, c'est dans l'Amérique centrale, il y a deux blocs. Il y a un bloc du matin et le bloc l'après-midi. Ça dépend s'ils sont au primaire ou au secondaire. Il y en a qui vont au professionnel, au technique. Ceux qui vont à l'université, ben là, c'est dans une autre ville. Fait que c'est variable. Vous parlez des cours de combien d'années cette année? Et dans le fond, cette année, pour la première édition, on a pu donner des cours de français aux enfants là-bas. Fait que, on a pris comme les thèmes de base que nous, mettons, quand on apprend l'anglais ou l'espagnol, on apprend en premier. Fait que, mettons, les mots de la maison, les chiffres, l'alphabet, tous les animaux, les choses de base. Puis on lui faisait comme des petits examens. Puis on avait la chance d'avoir deux profs de français avec nous, Marie-Ève et Annie Degg aussi. Donc c'est ça, ils nous ont accompagnés là-dedans. Puis on a donné à chacun notre tour 2 par 2 des cours de français aux élèves. Là, c'est l'intérieur des classes qu'on se monter dans l'extérieur. C'est drôle parce que dans le fond, vu qu'ils parlent espagnol, ils n'ont pas la même prononciation des lettres. Fait qu'ils essayaient, mettons, de dire des lettres puis ça marchait pas. Mettons, un V, ils prononçaient un peu comme un B. Fait que vert, ça sortait vert. Nous, on avait dit vraiment rire avec eux. C'était l'inverse, quand on essayait de parler espagnol, ils riaient de nous. C'était amusant. Œil et écureuil pour les. Œil. Alors ça, c'est un agriculteur dans un champ, alors avec les costumes, je dirais, le chapeau traditionnel. Et souvent, les gens vont travailler de 5-6 heures le matin jusqu'à 5-6 heures le soir. Ça va être des choses-là, les gens ne sont pas syndiqués la plupart. Donc, ils travaillent, il n'y a pas de retraite, ils peuvent travailler toute leur vie. Hein. C'est pas rare de voir des gens de 80, 85 ans, 75 ans arpenter la route pour le village avec le stock sur le dos. Puis me dépasser, même en je me dépasser par la gauche quand ils montent la côte. Alors moi j'ai de la misère à monter, puis d'autres sont là avec le chargement, des pauses. Souvent il y en a sur nu-pied. Ils ont aussi la grosse machette traditionnelle là, sur eux, la grosse machette, ça c'est l'outil de barre des autres pour couper. Ce qu'il faut savoir aussi sur le Guatemala, du côté politique. Le Guatemala, les Américains, au début fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ont acheté énormément de terres arables, là-bas, de bonnes terres aux paysans. Ont acheté beaucoup de terres. La compagnie, autrefois on dit la compagnie Chiquita, les bananes, Chiquita, ça me rappelle peut-être de quoi. Maintenant, c'est la compagnie Dole. Et Dole avait beaucoup de terres au Guatemala pour importer et exporter des bananes pour vendre aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et les Américains, évidemment, avaient un monopole. Là, les paysans étaient payés très, très peu cher.
et faisait exploiter les terres par les grandes entreprises qui engageaient les gens au profit évidemment de Oncle Sam. Et ce que ça a fait à un moment donné, c'est qu'il y a eu un président en 1942 ou peut-être un peu plus tard, ou dans les années 40, qui était tanné de ça et qui voulait avoir une politique de nationalisation. Une politique pour nationaliser les terres, pour les redonner aux paysans et pour dire ça nous appartient, on prend le contrôle de nos terres, on va prendre le contrôle de l'agriculture, on donne les terres aux Autochtones, qui sont les descendants Mayas, même si ça n'existait plus comme tel les Mayas, on en parlait tantôt, mais qui sont les descendants autochtones. Et le président de Dole, les présidents des frères Dole ont allé voir le président américain, qui était Eisenhower. Et il a dit à M. Eisenhower, là, il y a un problème avec les terres au Guatemala. On est en train de se faire. Il y a le président là, qui veut nous enlever les terres et tout ça. Donc, les Américains ont fait une recette qu'ils ont fait dans certains pays du monde, ont organisé par en dessous un coup d'État pour renverser le président qui était en place, pour le remplacer par un président pro-américain qui, lui, a redonné les terres à la compagnie de l'eau. Alors ça, c'est un peu la réalité de l'Amérique latine. Les pays que souvent les grandes puissances vont prendre les terres, vont vider les terres et au détriment des paysans. Alors c'est pour ça que le commerce équitable a été développé et que c'est important, le commerce équitable, parce que ça permet des petits paysans, des petites entreprises de vivre et d'avoir l'argent qui vont avec. Et bien, c'est ça, dans les années 60, jusqu'en 1996, il y a eu une guerre civile au Guatemala. L'idée, en fait, c'était pour le gouvernement d'enlever les droits à la majorité autochtone. Et donc, il y a énormément de gens qui sont disparus et qui ont été assassinés. Donc, c'est ça, beaucoup des Autochtones. 90% des morts de cette guerre civile-là, ça a été des Autochtones. Justement, pour enlever leurs droits parce qu'ils revendiquaient certains. Il faut savoir que maintenant, le salaire moyen au Guatemala, c'est environ, la monnaie, ça s'appelle des quetzals, et c'est environ 60 à 80 quetzals, ce qui équivaut à 8 à 10 $ par jour pour une journée de travail. Et ben là, on peut dire, oh, oui, mais les choses coûtent moins cher. Certaines choses coûtent moins cher, mais une livre de viande, par exemple, coûte environ 6 $. Fait que c'est difficile, ce qui fait que les gens vont se nourrir beaucoup de tortillas, donc faites avec une farine de maïs, beaucoup de riz. Donc des choses qui, oui, sont calorifiques, sont soutenants, mais qui sont moins chères. Donc des haricots, du riz. Donc pour beaucoup, c'est l'alimentation 2-3 fois par jour, quand ils ont la chance d'avoir 2-3 repas. Et ça va être ça tout le temps. Les jeunes à l'orphelinat où on va sont nourris comme ça, ont 3 repas par jour, mais ça va être souvent du riz et des mines. Alors, nous gâte un peu, on a un menu différent. Monsieur, est-ce que les choses sont revenues maintenant, là, pour changer de président? Le climat politique est plus stable, on va dire qu'il est plus stable. Est-ce qu'il y a encore de la corruption? Oui, c'est un pays encore corrompu. Beaucoup d'argent est détourné, bon, est utilisé par le pouvoir. Bon, on n'a pas non plus à faire une critique, mais dans le sens que on le vit un peu ici aussi, à notre façon. Mais donc c'est ça, oui, c'est encore corrompu, mais c'est plus stable. Il n'y a pas de crise politique, il y a quelques mouvements de temps en temps, beaucoup à la capitale, mais il n'y a plus de mouvements là, de soulèvement populaire là, qui veulent s'insurger. Mais c'est un gouvernement néolibéral. Est-ce que leur terre leur appartient maintenant? Non, les gens, ils vont, c'est souvent, il y a environ 80% des terres qui appartiennent à environ 5 à 6 familles. Donc, les gens ils vont louer un lopin de terre. On voit, on a des bons exemples ici. On voit les séparations un peu. Donc, les paysans ont leur petit lopin de terre, vont cultiver une année du maïs, une année des fèves, une année des piments, qui vont vendre. Tout est fait à la main. Et ils vont aller vendre ça au marché et tenter d'avoir un revenu comme ça. Des fois, il y a certaines coopératives qui s'installent, qui s'organisent, ce qui est intéressant. Ça permet d'avoir une diversité de produits et de se mettre ensemble. C'est que finalement, c'est qu'au lieu de se faire exploiter par les Américains ou les grandes puissances, ils vont se faire exploiter par les grandes familles guatémaltèques. Y a-t-il des animaux, là, dans ce coin-là? Pas beaucoup. Ben, pas d'animaux tropicaux. On voit pas de singes. Non, mais les chevals, vaches, il y a des chevaux qui sont utilisés, sont utilisés pour le travail. Des mulets, des ânes, des chevaux. Ils n'ont pas d'élevage de vaches. Il y en a certaines, mais
Ça prend quand même un grand territoire, c'est coûteux. Ce qu'ils vont élever beaucoup, c'est les poules. Parce que ça prend pas d'espace, c'est rapide. Puis, les coqs, on les entend tout le temps. Beaucoup de chiens aussi, là, errants qui se promènent partout. Alors, les filles, si vous expliquez un petit peu des activités qu'on fait là-bas, pour les titres peut-être? Qu'est-ce que vous faites en C'est mouvement? une journée à l'horaire. L'horaire de la journée. Ouais, c'est ça. Journée Ah, type. OK. Premièrement, le matin à 4h, 5h, on se fait 4h, on se fait réveiller par les Guatémaltèques parce qu'à l'école, ils se réveillent pour faire tout le ménage partout. En fait, ils passent le balai, ils chantent, et ça fait du bruit. Donc, on a la chance de se réveiller très tôt le matin. Puis après ça, à 7h, on va tous déjeuner en même temps. Puis avant chaque repas, c'est traditionnel, il y a la prière. On peut appeler la bénédiction du repas. Ouais. Puis après ça, les Guatémaltèques, eux, ceux-là qui sont à l'orphelinat vont dans leur classe, ils vont commencer leur cours, tandis que nous, on sépare les tâches, on va commencer à aller travailler. Donc, chaque personne va avoir sa petite job à faire dans la journée. Puis là, vers 10h, je pense. Ouais, je pense. Il y a une pause. Fait que là, on a le droit à une petite pause. Puis là, c'est à cette pause-là que les enfants du village viennent à l'école, puis que nous, on a la chance de voir. Donc là, on peut jouer avec eux à toutes sortes de choses, puis ils sont vraiment contents de nous voir, puis nous aussi. Là. Puis après ça, on retourne travailler jusqu'à l'heure du dîner. Puis c'est commencé dans l'après-midi. C'est ça. Ensuite, on a une petite pause après le dîner. Ensuite, on retourne travailler pour le reste de l'après-midi. On arrête de travailler environ vers, je vous dirais, peut-être 4 heures. Puis là, on mange à 6 heures. Fait qu'on a un petit 2 heures que souvent, on allait à pied au village. Fait que là, on allait goûter, ils vendaient comme des papas fritas, ça fait des frites, là. Fait que là, on allait se gâter, on mangeait ça avant le souper. On a goûté à plusieurs choses. On pouvait aller parler avec nos familles aussi, mais c'est ça, il fallait faire un bon, peut-être 1 ou 2 kilomètres de marche, puis dans les montagnes, puis là, on allait voir les gens, puis on leur parlait, puis on a un super de beau marché aussi à 4 étages. Qu'en dessous, c'est les fruits et les légumes, puis là, on allait s'acheter des mangues, puis fait que on allait vraiment découvrir là-bas. Ensuite, on revenait souper, puis là, après souper, on jouait à des petits jeux, on a joué au soccer avec les garçons de l'orphelinat. C'est des belles expériences. Peut-être un projet pour les travaux. C'est très variable d'année en année. On y va avec ce qu'ils nous disent. Là. Des fois, on arrivait, on disait qu'on allait construire quelque chose. Finalement, il n'y avait pas le matériel, donc c'est compliqué. Donc, les tâches sont très variables. On fait, comme les filles ont dit, on fait des secteurs de tâches. Et il y a toujours un Guatémaltèque qui est responsable de nous autres, qui souvent explique aux élèves quoi faire, puis les élèves viennent voir. J'ai pas compris, je sais pas quoi faire, il me donne une machette, puis là je sais pas quoi faire avec, puis on s'arrange, puis éventuellement ils finissent par se comprendre. Donc c'est des tâches, c'est souvent des travaux, quand il y a des travaux de construction, on va y participer, on le disait tantôt, poser des fenêtres, on va poser de la céramique. Il y a du travail au champ aussi. Ça c'est des champs que l'orphelinat a achetés et qui vont cultiver. Ils cultivent une panoplie de produits. Ces produits-là servent pour leur alimentation personnelle et servent aussi à être vendus comme un peu un moyen de financement. Ils ont aussi les poulaillers. Là, l'année passée, les filles ont pas eu la chance de jouer avec les poules, mais il y a des années, on allait ramasser les œufs, déplacer le fumier de poules, et c'est ça, c'était toujours une belle tâche, et on était passionnés dans ça. Alors là, cet été, quand on va retourner, il va y avoir des poulaillers, on a environ 150 poules. Même chose, les œufs vont être vendus au marché, vont être consommés aussi par eux. Et après ça, quand les poules pondent, ils vont être tués et vont être consommés et vendus aussi. Il y a déjà les travaux de peinture, depuis 2003, on a dû repeinturer l'orphelinat 3 fois environ. C'est ça. Puis c'est ça. Puis là, des fois, on ouvre la peinture, puis bon, c'est telle couleur, on fait OK, c'est ça. Il y a une année, il y avait un gros tas de compost qui était pas très composté encore. Là. Et là, on dit OK, il faudrait déplacer le tas de compost 100 pieds plus loin. C'était à la chaudière percée. Et on a déplacé le tas de compost. Fait que ça a été 2 jours de temps de travaux plus difficiles. Fait qu'il y a des travaux plus physiques, d'autres, on a déjà été pendant 4-5 jours assis à écosser des fèves. C'était une belle activité. On placotait, puis c'était agréable. Donc, les travaux sont différents d'année en année.
C'est une année où il fallait repeinturer la clôture. L'échelle, elle devait peser à peu près 150 livres. Chaque fois qu'il fallait la déplacer, c'était difficile. Mais c'est ça, l'idée, c'est on ne fait pas grand-chose, dans le sens qu'en 2 semaines, on ne va pas sauver le pays. Là. On fait ce qu'on peut, puis ce qu'on fait, ben, les aide. Des fois, on construit quelque chose, puis l'année d'après, on y retourne, puis ça a été changé, ça a changé de vocation. C'est ça. Dans les villages avoisinants, parce que, bon, je dis, il y a des projets, l'orphelinat aide des projets dans les voyages dans les villages avoisinants, dont El Rejón. Peut-être si on revient à la photo d'avant, ça va correspondre à l'activité qu'on a fait cette année, pas celle de l'autre d'avant. C'est ça. Peut-être expliquer un peu qu'est-ce qui a été fait cette année. Ben, on est passé à la ville que Patrick a dit. Puis, tu sais, c'est un endroit vraiment plus pauvre que nous à l'orphelinat. C'est des gens qui ont leur maison, puis là, on voit pas vraiment leur maison. Mais là, on peut voir sur la photo les sacs oranges. On a préparé pour les familles des petits sacs de farine, de gruau, de nouilles, de riz, de bine, du sucre, du sucre. Puis on est allé porter ça, on a un sac de chaque sorte à chaque famille. Donc, pas toutes les familles, mais ceux-là qu'on pouvait. Donc, on voit sur le visage de madame, elle était très contente d'avoir ces sacs. Donc, chaque personne à qui on remettait les sacs, la nourriture, était très heureux de les avoir. On venait de faire leur semaine peut-être. Donc, c'était spécial. Tu sais, on ne pouvait pas subvenir aux besoins de tout le village. Fait que, mettons, on en avait pour 40 familles, mais il y en avait beaucoup plus que 40. Là. Fait que, tu sais, les familles sortaient de leur maison en espérant qu'on vienne leur porter quelque chose. Puis souvent, c'était pas à eux qu'on les donnait, c'était, mettons, à la maison d'en face. Fait que, on voyait souvent des visages déçus, autant qu'on voyait des visages super heureux. Puis souvent, ils nous envoyaient aussi leurs enfants, tu sais, fait que comme ça fait comment il fait pitié, j'aimerais ça y en donner. C'est déjà déterminé, là, les familles? Oui, c'est ça, dans le fond, pour pas que ce soit toujours les mêmes, là, fait qu'ils ont comme, à chaque semaine, ils en donnent à plusieurs. Ces produits-là, ils provenaient en fait d'une activité de financement en fait que l'orphelinat organise. Donc ils font une soirée, une nuit de veille, de chansons, fournissent la nourriture pour des gens à la capitale. Et les gens, pour rentrer à l'activité, doivent donner une livre de denrées alimentaires. Donc, ce qui fait qu'ils cumulent beaucoup de denrées, et ces denrées-là donc, sont redistribuées dans les villages avoisinants, là, comme le Rejón, on disait tantôt. On a les vêtements traditionnels, on voit bien parce que dans la région où on est, c'est une région autochtone, donc on voit beaucoup de vêtements traditionnels, notamment chez les femmes. Les hommes ne portent plus les vêtements traditionnels, à part dans quelques villages autour d'un lac qui s'appelle le lac Atitlan. Mais où on est, les femmes portent encore les vêtements traditionnels. Donc là, on va faire un exemple pour vous montrer. Même si on le voit sur la photo, vous allez le voir. Fait que, Chloé, tu vas être la femme thématique. Donc, premièrement, les femmes portent ce qu'on appelle un huipil. En fait, c'est un vêtement comme ça de haut et qui est fait à la main. De temps en temps, là, il y a de plus en plus, il y en a qui sont un peu plus, plus modernes, on va dire, là. Mais il y en a encore beaucoup qui portent le vêtement traditionnel, donc qui est fait à la main. Et donc, c'est un haut comme ça. Et qui va être, les couleurs et les dessins vont changer d'une région à l'autre. En fait, chaque région va avoir ses couleurs et ses dessins de huipil. Alors ici, c'est une région, ça vient de Chichicastenango. C'est une région de montagne. Alors, on a les triangles qui font les montagnes. Le soleil quand même. Et dans certaines régions où justement il y a quelques pâturages, on aurait des chevaux dessus ou des animaux. On a quelques animaux aussi représentés. Alors c'est différent d'une région à l'autre. Fait que le huipil, il se porte dans le haut, comme ça. Encore, même les enfants, les filles portent parfois le huipil, mais ça a tendance malheureusement à s'américaniser. Et plus on va vers la capitale, plus le linge est américanisé. Donc c'est dommage parce que c'est une belle trace de la culture qui se perd. On voit quand même que les femmes portent les enfants comme ça dans le dos. Quand ils sont plus grands comme ça, il y a seulement un tissu. Et quand ils sont bébés, souvent il va y avoir deux tissus qui vont se croiser, ce qui fait que le bébé, on ne le voit pas, on voit une bosse. Et les femmes vont faire tous les travaux comme ça avec l'enfant. Je dis les femmes, puis des fois c'est des enfants aussi. Exemple, des filles de 7-8 ans vont porter leur petit frère ou leur petite soeur bébé dans leur dos, ils vont travailler comme ça avec l'enfant. Donc il y a le huipil, et dans le bas, les femmes vont porter une jupe qui s'appelle la portée, qui est une bande de tissu comme ça. Donc on va la porter très haut. Donc on va couvrir le bas où il n'y a pas de dessin.
Ça. Et on va ajouter une ceinture. Puis celle-là qui fait la même aussi. Et ensuite de la partir. On va mettre le beau sur le devant. Donc la robe est portée assez haute. Et on va le mettre là. Ça. Alors, ça va être attaché. Donc ils vont porter, c'est ça, la ceinture comme ça. Souvent avec des sandales nu-pieds. Oui, ça c'est le vêtement. Ouais, non, ça. Ouais, c'est des Guatémaltèques blondes, c'est très très bon. Mauvaise idée. Voilà, fait que ça va être porté comme ça, fait qu'ils vont. Là, ça va être en dessous, là, j'ai mal fait. Mais c'est ça, fait qu'en sandales nu-pieds. Fait que ça, c'est vraiment le linge traditionnel. Les femmes portent encore souvent le stock sur la tête. Des fois avec un genre de petit beignet qui fait que c'est plus plat quand c'est du stock pesant. Mais souvent, on va y aller directement là, sur la tête. Et les hommes, eux autres, quand ils portent des charges, c'est sur le dos avec une bande de cuir qui va passer dans le front. Et c'est fascinant ce qu'ils peuvent transporter. Les femmes aussi, là, souvent, on va voir, là, mettons ça, et bon, ça serait ça de petits rondins de bois. Et les dames, comme disait Mario, des dames de 70, 75 ans vont monter, ils s'en vont avec leur petit considérable ballon de bois ou de fruits. Ça peut peser combien, ça? Ouais, que ça peut peser plus que 100 livres. C'est ça. Ils sont petits, les Guatémaltèques sont souvent très petits. Alors, merci pour le vêtement traditionnel. Donc, c'est ça. Là, on voit les tissus qui sont, c'est ça, un peu plus. C'est plus récent. Il y a encore les marques ici. Quand vous partez comme ça, allez-vous toujours dans la même famille? On ne va pas dans une famille, on va à l'orphelinat. Oui, on va toujours au même orphelinat. Oui. Oui. Donc ça, c'est... on ne va pas à l'intérieur. C'était une classe, en fait, c'était une classe de maternelle. Il y était 20 enfants. Et la classe était grande. Je ne vais pas exagérer, mais c'est ça. À peu près la large, un peu plus large que le... On va prendre, mettons, d'un bout d'haut-parleur à l'autre haut-parleur. On va jusqu'à Éric, Marielle, puis ici. Maximum. Donc ça, c'était la classe de maternelle. Au plus. On s'entend qu'il n'y avait pas de jouets de décoration. C'était ça la classe. Alors on était allé la peinturer pour mettre un peu de couleur. Bon, les enfants avaient renversé le plat de peinture. Donc là, sans soleil, finalement. Ça fait un soleil vert. Un soleil. Voilà. Donc c'est les enfants guatémaltèques, peut-être, par là. Les enfants. Ben, il faut dire qu'eux, ils n'ont jamais vu autre chose. Fait qu'ils sont heureux avec ce qu'ils ont, puis ils se font des jeux avec n'importe quoi. On a vu souvent des petits gars jouer au soccer avec une grosse roche ou jouer à des jeux de mémoire avec des petits cartons, puis tout ça. Souvent aussi, il y a des billes qu'on joue, mettons, au top, ou eux autres s'amusent à jouer au cochon, mettons, avec ça. Fait que c'est celui qui va le plus loin, puis c'est tout petit, là, puis c'est drôle dans les bosses, il y a des trous partout, là. Donc, j'ose vraiment avec n'importe quoi. Puis c'est ça, ils sont heureux de. Tu leur donnes un petit rien, puis ils sont heureux. Là, nous, on avait amené des jeux du Dollarama. Là. On les avait amenés, genre un bâton de baseball avec une balle, puis ils n'ont jamais joué à ça. Là, fait qu'on a ri beaucoup les apprendre à jouer à ça. Puis des cordes à danser, ils jouent beaucoup à cordes à danser, au soccer. Les familles sont nombreuses, un peu comme ici, hein, souvent c'est des familles qui vivent de l'agriculture, donc ils vont avoir beaucoup d'enfants. On voit souvent les familles de 6 à 8 enfants. Il n'y a pas de 15-20, mais entre 5 et 10, c'est très, 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 très. Et puis, on a des problèmes d'alimentation, évidemment. Un des problèmes qu'ils peuvent avoir aussi, c'est de la dentition. Certains ont des difficultés. Ils mangent quand même relativement sucré. Il y a la compagnie, il y a une année, je pense que j'étais sûrement là, en 2010, il y a un camion de coke qui est venu livrer du coke. Et c'est qui était un peu fascinant parce qu'on est vraiment reculé là, dans le monde, là. Un village reculé. Les premières nouvelles qu'on a, c'est qu'on voit un camion de coke venir livrer des produits coke, des biscuits, des sucreries. Donc évidemment, les jeunes, c'est coûte pas cher de procurer des biscuits et des sucreries, contrairement à ce qu'on peut penser. Fait qu'ils peuvent se nourrir beaucoup de petits biscuits sucrés. Et je dirais, c'est pas cher de goûter des Pepsi là-bas. Alors, tout ça fait en sorte que ça aide pas la nutrition. Puis, ça enrichit les poches de Coca-Cola.
Puis ils n'ont pas beaucoup, mais ils sont généreux. Là. Comme Oui. Patrick a dit, ils font des soirées pour ramasser des choses pour redonner. T'sais, déjà qu'ils sont pauvres, ils redonnent à ceux qui sont encore plus pauvres. Puis ils font avec rien. Quand nous, on a donné de la nourriture dans les familles, là, j'étais avec Patrick, puis il y a une maman qui nous a donné des tortillas. On était là, non, gardez-les, on vous donne de la nourriture justement. Puis non, ils voulaient vraiment nous offrir quelque chose pour qu'on mange nous aussi, même si eux, ils en avaient vraiment plus besoin. Les riches c'est à peu près 3% de la population. Et les pauvres, 97% qui restent. Il n'y a pas beaucoup de classe moyenne. Il y a des moins pauvres et les plus pauvres, mettons. Là. Mais en général, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de classe moyenne dans ce pays-là. Alors ça, c'est... j'ai pris des photos de Charles, parce qu'il mesure 6 pieds 1. Et là-bas, comme disait tantôt Patrick, les Guatémaltèques sont très petits. Alors, il était très impressionné de voir quelqu'un qui mesurait 6 pieds. Alors, pour eux, c'était un géant. Et moi, je suis grand, mais je vois là, je suis très heureux. Pardon? Ils appellent les Blancs. Il y avait-tu... Plus en Haïti. Ouais, plus en Haïti. En Haïti, on se Guatemala, il vraiment, disait non. On est habitué d'en voir quand même là-bas. Il y a deux lignées de Guatémaltèques. Tu as les Autochtones, qui sont là depuis toujours, et tu as les Ladinos. Les Ladinos, c'est des gens qui descendent des gens qui sont venus d'Espagne au 16e siècle. Donc, c'est comme les deux branches du Guatemala au niveau de nationalité. Et mettons, moi, les cheveux blonds, là, je me suis fait écœurer un petit peu. Ouais. Ils sont pas habitués, là. Fait que, mettons, je marchais dans le village, le monde, il riait, là, c'était drôle. Alors, Moins les blancs, mais la couleur de cheveux, c'est plus important. On est très bien accueillis. Bon, on dit qu'on se fait interpeller, on se fait jamais interpeller méchamment. Les gens vont nous saluer quand on va au village. Bon, c'est sûr, on est un groupe de blancs qui se déplacent dans un village autochtone. Ben, c'est sûr qu'on voit ici on voit les Guatémaltèques ou les Mexicains qui se déplacent. Oh, c'est des Guatémaltèques. Ils sont facilement reconnaissables, nous autres aussi. Là. Mais c'est toujours très sympathique. Les enfants qui ne nous connaissent pas sont rapidement attirés par nous autres. Ils vont nous suivre des fois au village. Ils marchent avec nous autres, puis ils prennent la main, puis ils marchent. Moi, j'ai des tatouages, fait que là, souvent, là, ils font. Je fais un tatouage, ça allait facile, mais gros, là. Fait que, mais c'est un peuple qui est très, très, très accueillant, qui est très, très agréable, de bonne compagnie, qui est vivant, très humain. Tantôt, on parlait de générosité, qui donne. Je me souviens d'un petit gars qui avait rien, c'était à l'orphelinat, puis il n'y avait rien. Il faut savoir que les enfants de l'orphelinat, tout ce qu'ils possèdent dans la vie, ça rentre dans une case qui est grande comme les cases que les élèves ont à l'école. C'est sûr. Peut-être les souliers qui sont à côté, là, mais tout ce qu'ils possèdent est dans cette case-là. Alors, c'est toujours une belle image de dire, bon, mais c'est pas, la vie, c'est pas tout juste ce que tu possèdes. L'élève n'avait rien, puis il était passé, en venant de l'école, il était arrêté au dépanneur, puis il m'avait acheté, c'était une tranche de carotte, puis un piment fort dans l'huile, dans un petit sac. Il vendait ça, c'était peut-être 2 cents. Et il y a le principe qu'il était venu, puis il m'avait donné ça. Puis j'avais été touché de mes crimes. T'as absolument rien, tu me donnes quelque chose. C'est un peuple comme ça, c'est un peuple qui donne beaucoup. Travaux physiques. Peut-être la cuisine aussi, il y avait 2 cuisinières, comme on allait faire de la cuisine avec eux. Mais on a affaire justement ici. Et que il faut s'habituer, ils nous parlent en espagnol, on comprend rien de ce qu'il faut faire, ils nous donnent un couteau puis des carottes, puis faut s'arranger, mais c'est bien drôle. Là, ils essayent de nous faire comprendre du mieux qu'ils peuvent, puis on a bien ri. Chus, bon, elle est là, depuis que j'y vais, elle est là. Je pense qu'il y avait Chus, puis on construit autour des Chus. Cette dame-là, ben là, si on demande son âge, elle a entre 37 et 93. Je n'ai jamais su son âge. Mais elle arrive à 4h30 du matin. Elle reste à la capitale. Donc, elle s'en vient. Elle fait 3 quarts d'heure de transport. 3 quarts d'heure, 1 heure. Elle s'en vient. Elle arrive à 4h30 à l'orphelinat. Elle va nous préparer le déjeuner. Elle prépare le déjeuner des enfants. Elle va travailler toute la journée. Et elle repart vers 8h30 pour s'en retourner chez eux. Donc, elle arrive à 10h. Donc, elle a une famille, elle a des enfants. Le mari. Mais c'est ça, c'est consacré à l'orphelinat. Parlez-nous des chemins. Ben, je pense que l'image vaut 1000 mots, peut-être plus que même que ce qu'on va dire. Les chemins, c'est désastreux par moment. Ils ont travaillé fort pour l'améliorer, mais il y a encore beaucoup de changements à faire. Puis, tu sais, là-bas, ben,
n'y a pas de poubelle de récupération, fait qu'ils jettent par terre, puis ça peut pas être comme... On dirait qu'ils disent que ça peut pas être pire, fait que je mange quelque chose de pitch à terre, c'est ça. Puis vu qu'il pleut, souvent, des fois il pleut beaucoup, fait que là, tous les déchets se ramassent en bâton, puis là, ils coulent dans des crevasses. Et là, c'est ça que ça fait. Fait que en voiture, c'est pas évident. C'est sûr que les routes nationales ne ressemblent pas à ça. Là, c'est les routes secondaires, les routes, je dirais, tertiaires, les routes de campagne, je dirais. Mais comme on va, mettons, à Tical, là, on peut être un bon bout sur une route d'asphalte quand même, une belle route d'asphalte qui ressemble à 116. Mais certaines routes ressemblent à ça. Il faut penser justement, tantôt je parlais de la guerre civile qu'il y a eu pendant 30 quelques années. Bien, c'est sûr que pendant ce temps-là, quand il y a une guerre civile, c'est difficile d'organiser, de s'organiser comme pays, d'organiser. Surtout que camions à poubelle, puis tout ça, là, c'est pas rendu là. C'est difficile de juger parce qu'ils ont un passé qui est lourd. Mais tranquillement, ils essayent d'instaurer que les gens se ramassent. Pour l'instant, ben, il y a un dépotoir, puis les gens, ben, ils vont porter leurs déchets eux-mêmes au dépotoir, ou ils font des petits tas de déchets, puis ils vont faire brûler. La ville, c'est Tsumpango, c'est le village où on est. Vous avez vu tantôt autour de où on est à l'orphelinat. C'est très verdoyant, c'est des montagnes, c'est des champs. On est à 2 km de cette ville-là, parce que c'est pas un village, c'est une ville. Je dis hier aux électeurs de rencontrer. À chaque année, je demande la population. La population de Tsumpango, c'est entre 5 000 et 250 000. J'ai aucune idée, personne ne le sait. On demande à quelqu'un, il dit un chiffre. Ah, on est 35 000. Ah, on est 150 000. Je sais pas. C'est à peu près grand comme Plessisville. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gens parce que bon, c'est plus densément peuplé. On entend que les gens n'ont pas de terrain et il n'y a pas de maison. C'est une très belle ville. Avec les petits commerces, beaucoup de petits commerces comme ça. Les gens, ils survivent comme ils peuvent. Hein. Les gens, en Amérique latine, au Guatemala, principalement, en Haïti, c'est différent. Au Guatemala, les gens ne quittent pas. Jamais quelqu'un va être assis à terre, il va quitter. À part quelqu'un qui serait lourdement handicapé. Mais ils n'auront pas de demander de l'argent sans rien. Ils vont toujours vendre quelque chose. Des suçons, des bouchons, des bières, mais ils vont toujours faire quelque chose pour avoir un montant. C'est sûr qu'il y a plein de petits commerces comme ça. Ils sont installés. Juste dire que Chloé doit quitter de Noyant 8 heures. Donc, merci Chloé de. Je vous souhaite une bonne fin de présentation. Merci. Ben, c'est ça, c'est une belle ville qu'on a près de nous, qui est aussi autochtone. Et là, ça paraît pas parce que quand il va, c'est la saison des pluies. Mais au loin, ben, il y a des volcans pas actifs. Il y en a peut-être. C'est la piscine font du bain. C'est le lavoir, en fait. Les gens, les femmes, il n'y a jamais d'hommes qui vont aller laver du linge. C'est le lavoir municipal. Donc, les femmes vont s'installer autour et il y a avec une planche qui est faite dans le ciment, qui est ondulée. Donc, vous connaissez le principe, on va frotter, ils vont utiliser l'eau du réservoir. Nous, à l'orphelinat, on en a une, on est privée. Et on construit un lavoir où il y a à peu près 7-8 îlots, peut-être. Un peu sous le même principe. Donc, parce que les orphelins lavent leur linge eux-mêmes. Nos jeunes aussi. Donc, ça, c'est encore les îlots. Les visites culturelles, on peut en parler, on essaie de faire des sorties parce que oui, on va travailler, c'est un stage humanitaire, mais on essaie aussi de faire en sorte que les élèves ils connaissent le pays, connaissent le Guatemala et ses richesses, notamment Tikal, qui est un site Maya situé dans le nord du pays. Je vais vous montrer sur la carte tout à l'heure. C'est le plus grand site Maya au monde. Les Mayas, en fait, c'est une civilisation qui était là avant que Christophe Colomb arrive en Amérique. Il y avait 3 grandes civilisations américaine. Il y avait les Aztèques qui étaient plus situés autour de la capitale qui est aujourd'hui Mexico. Il y avait les Mayas, principalement dans le sud du Mexique et au Guatemala, puis ça descendait aussi jusqu'au Honduras et Costa Rica. Et il y avait les Aztèques, pas les Aztèques, pardon, les Incas, qui eux autres étaient situés dans le nord de l'Amérique du Sud, au Pérou notamment. Mais les Mayas, c'est une grande civilisation, qui a vécu pendant quelques milliers d'années et qui a construit de magnifiques choses, notamment le site de Tikal, qu'on a la chance de visiter, qui est situé en pleine jungle. Et on a ces constructions-là qui sortent de la jungle. Ce qu'on voit là, c'est un temple. La distinction, si vous voulez, je vous dire sur le chez les Mayas, un temple, c'est un côté avec des escaliers,
puis il y a une pyramide, il y a des escaliers de chaque côté sur les 4 faces. Donc, c'est des temples qui servaient pour des grandes cérémonies, mariage principalement, ou des cérémonies religieuses. Ceux qui ont vu le film Apocalypto, si vous avez déjà vu le film Apocalypto, vous avez peut-être vu des extraits où on faisait des sacrifices et on voyait la tête débouler là, dans les escaliers. C'était pas fait comme ça du tout. Les Mayas faisaient des sacrifices humains, mais ça se faisait au bas des temples. Alors, on a la chance de monter sur les temples. C'était pas illégal. Là, on avait le droit. Alors, de contempler, parce que d'où ils sont situés, ben, on voit la forêt et justement les pointes de temples qui ressortent. Alors, c'est toujours une belle. Je pense que c'est beau d'être replongé dans cette culture-là qui est encore très présente. La culture maya est très présente, notamment par le linge, par l'alimentation, par les coutumes maya encore, est très présente au Guatemala. Puis on a la chance d'être dans ce qui était leur New York, en fait, c'était la plus grande cité, Tikal. Alors c'est facile de s'émerveiller et de contempler cette civilisation-là, tout ce qu'ils ont construit. Ensuite, on fait l'ascension d'un volcan, qui s'appelle le volcan Pacaya. J'ai parlé tantôt que le Guatemala est un pays de volcans. Le Pacaya en est un des volcans les plus actifs au Guatemala. Alors, cette photo-là doit dater de quelques années parce que le volcan a changé un peu. C'est un volcan qui est situé à 2000 quelques cent mètres, mais on ne part pas de zéro. On monte jusqu'à un petit village et avec un guide, on va monter le volcan. Et ça, c'est drôle parce que, c'est drôle. C'est la différence vraiment entre le Québec et le Guatemala. Parce qu'on monte jusqu'où ils nous permettent de monter, ils nous permettent d'aller assez haut. Dans les premières années, où on est allé, on se rendait jusque sur le bord du cratère. Et là, quand je dis sur le bord du cratère, je suis là, puis le cratère, il est là. Fait que, je peux faire, je saute dans le cratère, dans lequel il y a de la lave. Au Québec, c'est impensable. J'imagine que si le Mont-Saint-Hilaire était un volcan actif, il y aurait des clôtures jusqu'à Longueuil, puis c'est ça. Non, on ne s'approche pas de ça, puis si on y va, c'est avec un casque, puis des lunettes, puis des bottes, puis bon. Et nous, on a la chance de monter ce volcan-là. Catherine, tu veux parler de ton expérience personnelle? C'est quelque chose, là. C'est pas le mont à pic, là. C'est pas quelque chose de facile à monter. Puis c'est haut, puis c'est en altitude surtout. Puis c'est difficile, là. C'est pas facile, là. Tu montes, on prend des pauses de temps en temps, mais il y a tout le temps les rapides qui montent puis qui arrivent en haut, puis les autres, c'est parfait. Mais il y en a d'autres que c'est plus difficile. Mais c'est vraiment beau, là. La vue, quand on arrive en haut, là, on voit tout, là, c'est incroyable comme vue qu'on peut avoir. Puis c'est différent comme paysage, là. Depuis la chaleur. Chaleur? Ils ventent beaucoup, mais non, il n'y a pas vraiment de chaleur. Il y a des petits trous, là, comme. Puis là, c'est là qu'il peut sortir de la chaleur. À un moment donné, il avait acheté des guimauves. Et que là, on avait pris des bâtons, puis on avait fait comme fondre nos guimauves un peu dans un des trous qui sortaient de la chaleur. Ça, c'était spécial, là. On fait pas ça à tous les jours, disons. Quand on dit que c'est un volcan actif, c'est actif, ça c'est pas c'est actif, donc ça bouge. Hein. Un volcan, c'est une soupape en fait de la Terre. Ce qui fait que ce volcan-là entre en éruption souvent. Il entre en éruption assez violemment. Bien évidemment, quand il y a une éruption forte, on n'y va pas. Mais on l'a vu sur toutes ses formes. On l'a vu au début, c'est un cône parfait. Et en 2009, je pense qu'il y a eu une grosse éruption. Le cône principal s'est fendu en deux, s'était créé un autre cône. Et on est arrivé, cette fois-là, non, c'est pas là. On est déjà arrivé, je pense, en 2010, à un petit lac de lave qui était là. Et la lave s'est coulée de deux côtés. Donc les gens s'étaient fait cuire des guimauves et des toasts sur la lave. J'avais pris un bâton, j'avais pu sortir d'une roche. Ça, c'est parce que j'apporte tout le temps des pétards chaque année là, quand on va monter le volcan. Quand il y a un trou de chaleur, on lance des pétards. Puis... On s'amuse un peu. Ouais. Des fois, il y a des touristes à côté, puis je leur dis pas que j'ai des pétards. Justement, quand il y avait le lac de lave, j'avais attendu que tous les élèves soient arrivés. Puis j'avais lancé des pétards dans le lac de lave. Quand ça s'est mis à péter, les gens ont eu peur un petit peu, pensaient que le volcan était en éruption. Donc on voit quand même, là, ça c'est la paroi du volcan. Et la collade, elle représente bien parce qu'on le fait, on l'a fait de l'avant-dernière journée. Puis pendant la préparation, on parle souvent que chaque élève qui fait ce voyage au Guatemala relève des défis. Puis chacun a ses défis. Tantôt, les filles parlaient de la vie de groupe. La vie de groupe, pour certains, c'est un gros défi.
à relever. Il y en a que c'est la peur des bébites, il y en a que c'est la peur de s'ennuyer. Donc, chacun a ses peurs, chacun a ses défis, puis en faisant le voyage, ben, chacun passe par-dessus ses peurs, ses défis, puis il en relève. Puis peut-être le Pacaya, ben, c'est ça, en fait, de se rendre au sommet du Pacaya, c'est la représentation du défi qui a été relevé. C'est une longue préparation au Guatemala, c'est 1 an pour y aller. C'est un projet à long terme. Les gens sont habitués, texto, c'est rapide, la semaine prochaine, quelque chose, ok, après ça, c'est réglé. Là, c'est un projet à long terme, fait que de monter le Pacaya, et justement, c'est l'image de ces défis-là qui ont été relevés. Fait que c'est une belle fierté de se rendre. Mario, je peux peut-être parler de ça. Ouais, ben on s'en va. On fait quelques 42 km de bateau. C'est qu'on se rend à un endroit qui s'appelle Rio Dulce, c'est la plus grande rivière au Guatemala, quasiment un fleuve. Et puis c'est 42 km qui nous amène à un village qui s'appelle Livingston. Ce qui est particulier avec le village de Livingston, c'est que ce village-là, c'est des Africains, des esclaves africains qui sont partis d'Afrique, ça le dit, au 18e siècle, dans l'ordre de l'esclavage. Et le bateau a fait naufrage. Les commandants blancs qui étaient à bord du bateau sont décédés. Les Noirs qui étaient supposés d'esclaves ont réussi à se sauver parce que le bateau a échoué sur une île. Et ils se sont ramassés sur une île qui s'appelle Livingston, un endroit qui est coupé. C'est-à-dire qu'on c'est pas une île, mais c'est un endroit qu'on peut se rendre sans bateau. Et ils ont été élevés et ils sont développés, ce peuple-là, qui est un peuple noir, ils sont développés là. Donc c'est un genre de petite enclave noire au Guatemala de gens libres, de noirs qui n'ont jamais vécu l'esclavage. Et une mentalité, je dirais, à Livingston, c'est vraiment, on dit comme les jeunes, ça chill. C'est une mentalité un peu reggae, un peu Bob Marley, un peu plus style. On a l'impression d'être en Jamaïque. C'est vraiment spécial comme endroit. Donc on fait 42 km de bateau à travers, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux de voir à un moment donné, on est à travers des grandes parois de falaises, là. On navigue à travers ça, on navigue à travers il y a des beaux, il y a des nénuphars, il y a des gens en pirogue qui viennent à nous vendre des affaires, des produits de la mer sur leur bateau. Tu as des habitations assez luxueuses avec des quais sur le bord de la mer, là, avec je cherche le mot, là, pas en bambou, mais en paillasse, là, avec des quais qui dépassent sous l'eau. C'est vraiment de toute beauté. Alors ça, c'était à peu près, je dirais, c'est environ à 7 heures de route de Tikal, peut-être. 5, 6, 7 heures de route de Tikal. On coupe la route en deux, on passe une nuit à Rio Dulce, et après ça, le lendemain matin, on couche là. Et le lendemain matin, on va partir de là pour aller à Tikal pour couper la route en deux. Alors, c'est ça. C'est des fins de semaine. Fin de semaine, on sort. Oui. Alors, il y a Antigua, qui est l'ancienne capitale du Guatemala. Alors, Antigua, c'est une ville reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville protégée. Cette ville-là était l'ancienne capitale du Guatemala, mais au 16e siècle, 18e siècle, c'était 16e siècle. 16e siècle, le volcan qui est en arrière, qui. C'est le fruit. Ça, c'est de l'agua. Alors, le volcan qui est là a fait éruption et a submergé la ville. Donc, ils ont décidé à ce moment-là de déménager la capitale de Antigua à Guatemala City, peut-être 80 km peut-être de là, au nord. Et la ville est une très belle ville coloniale avec un style colonial. Il y a un beau marché, parce que les jeunes peuvent aller négocier dans un petit marché sans marché. Je suis un peu perdu. Ok, le marché il est là. Le marché il est là. Puis ici, il y a comme un autre marché plus moderne, puisqu'on vend des produits plus occidentaux, je dirais, et un marché plus traditionnel. Et malheureusement, il y a un McDonald's entre les deux, parce que les jeunes vont se précipiter parce que ça ne va pas de. Après, on va expliquer ce que les Américains ont fait au Guatemala. On va les manger. J'y vais aussi, donc ne réoccupe pas. Ça nous réconforte un peu des fois de notre vie occidentale. Alors, il y a une des plus belles villes d'Amérique centrale, à Antigua. Il y a un hôtel à 400$ la nuit. Un très grand hôtel de très chic, c'est pas là qu'on dort. Alors, on ne dort pas là, on fait juste un aller-retour. Et beaucoup de cours d'espagnol, beaucoup d'écoles de cours d'espagnol, beaucoup de touristes étrangers qui vont aller prendre des cours d'espagnol à Antigua parce que c'est la place en Amérique centrale. C'est très impressionnant. Oui, c'est un groupe.
Alors, C'est tous les gens de civils, c'est ça. Oui, C'est les environs du village. On a tous des élèves de la polyvalente là, ça marche. on était 26 cette année-là, c'était il y a 2 ans, on était 28, 29. L'an passé, nous étions 26. Cette année, on part 25. Et puis, dans 2 ans, on a 60 inscriptions. Non, c'est pas ce qu'on va faire, mais pour vous dire que c'est quand même beaucoup d'élèves depuis 10 ans qui vivent l'expérience. Beaucoup de garçons, hein. Ben, ouais, Malheureusement, pour beaucoup de garçons, c'est dommage, c'était la délégation pendant cette année. Ils s'inscrivent à pas mal. Je sais pas, c'est difficile de les impliquer. Pourtant, c'est un voyage qui parle bien quand ils vont. Ça, c'est une source d'eau chaude. En fait, il y a une rivière qui coule, qui est de l'eau froide, et la chute, c'est une chute d'eau chaude. Dans les sorties, là, quand on est au retour. Et ça, c'est sur la rivière, sur Rio Dulce. Il y a de l'eau chaude qui sort, qui sent les œufs, mais qui est bien agréable. parce que c'est de l'eau réchauffée par les volcans. Ça. L'eau sulfureuse. Thermal, naturel. Alors ça, c'est un autre endroit qu'on arrête pas très longtemps. Et tu vois, on passe une nuit à Lac Sapal, c'est ça? Lac Sapal, c'est c'est le plus grand lac au Guatemala. Je ne me trompe pas après Atitlan, c'est avant Atitlan, hein? C'est un grand lac. Et l'eau est très chaude aussi, là, on embarque là-dedans comme dans notre bain. Et puis on va dormir comme ça dans des huttes, il y a des petits chalets sur le bord du lac. Là. Et petit moment de repos mérité. Mais comme on se baigne peut-être 2 fois dans le voyage sur 17 jours. C'est vraiment pas un voyage de plage. 4 jours de sortie. Ouais, sur 17. Peut-être en Haïti. Ouais, c'est ça. On parlait du lavoir tantôt. Lavoir, ça achève. La fête d'adieu, les jeunes au centre national. Et quand on pense c'est fini, il en reste encore 10 minutes. C'est un hymne qui est interminable. Et les autres sont très fiers, alors ils se tiennent droit, la main au cœur, ils vont chanter leur hymne. Et l'an passé, ils ont demandé de nous chanter la nôtre. Et puis on a eu un petit peu d'air fou parce qu'on se rappelait juste des paroles du hockey. Fait que cette année, on s'est dit qu'on allait l'apprendre comme il faut, qu'on allait nous aussi faire preuve de patriotisme un peu parce que. Edgar, c'est le responsable. C'est quelqu'un qui. Lui, il a vécu dans un orphelinat quand il était enfant. Et ces 2 projets, ces 2 visions de base, c'est vraiment d'inculquer la santé et l'éducation aux enfants. Pour lui, c'est la base de la réussite et du développement de son pays. Il est très fier de son pays. D'une certaine façon, il trouve dommage qu'il nous remercie à chaque année de venir, mais il trouve dommage de dire qu'il ait besoin qu'on aille de notre coup de main. Il aimerait ça que le pays se prenne en main. Puis c'est pour ça qu'il travaille à faire que les jeunes soient fiers de leur pays, soient fiers d'y contribuer, puis s'impliquent, puis éventuellement deviennent son rêve, c'est qu'il y ait un de ses enfants, qui accède à la présidence et qui devienne ambassadeur, en fait, de son pays. Quetzal, c'est l'oiseau emblématique du Guatemala, donc la monnaie là-bas s'appelle le Quetzal. Il est bien beau, là, mais si jamais vous envoyez un, appelez-moi parce que c'est bien rare. Alors, dire qu'est-ce que les girafes viennent faire dans le portrait, c'est parce qu'on est allé au zoo. Alors, depuis 2 ans, ça a donné qu'on amène les enfants en sortie au zoo. La plupart n'ont pas l'occasion de voir ça souvent. Alors, une belle raille en autobus à 75, un autobus de 25. Et puis, beaucoup de plaisir. Ça, c'est le marché. Ça Chichi il y a 3 ans, je pense. On n'y va plus maintenant. Mais autrefois, c'était un des plus grands marchés d'Amérique centrale. Mais maintenant, vu qu'on y va 17 jours au lieu de 3 semaines, parce que les premières années, on y allait 3 semaines. Là, vu qu'on a coupé un petit peu le voyage, on a moins le temps d'aller à Lac-Atitlan. On allait au Lac-Atitlan puis à Chichi, mais maintenant, je le dis pas au complet, mais j'ai bien de la misère à le dire. Chichi Casinango, c'est ça? C'est le marché en plein air où les élèves négocient. Ils viennent avec différents achats, puis un l'a payé 30$, puis l'autre l'a payé 6$. Puis là, on va négocier pareil. Ça fait partie du. Si jamais vous allez au Guatemala, je vous avais dit, quand vous allez aller au Guatemala, ça c'est l'église à Chichicastenango, c'est une église catholique. Par contre, elle est construite sur un site maya. Alors, en tant que touriste, normalement, des fois on en voit là, sur les photos, les touristes n'ont pas le droit de monter les marches, ils doivent passer par le côté pour aller dans l'église. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de cérémonies mayas qui se font là. Les gens vont faire brûler beaucoup d'encens, vont vendre des fleurs qui vont servir d'offrande aux différents dieux. Les mayas étaient polythéistes, croyant en plusieurs dieux. Il y avait un dieu du soleil, du vent, de la terre. C'est les cases dont je parlais tantôt. Donc, une case comme ça compte. Un jeune a une case, puis tout ce qu'il y a contenu là-dedans.
Alors, on part du Guatemala, on s'en va quelques centaines de kilomètres plus loin et on va finaliser avec Haïti. On part avec des élèves en Haïti depuis 3 ans. On a la chance d'aller en Haïti. On part avec moins d'élèves, les élèves secondaires 5. Alors, on part avec une dizaine d'élèves, une douzaine d'élèves pour vivre une expérience. Pourquoi Haïti? Évidemment, là, on s'en va dans un autre niveau de pauvreté. Donc, la pauvreté est plus grande. Les besoins sont différents. C'est une semaine, 2 semaines. Et souvent, la semaine, c'est beaucoup plus, on va faire beaucoup plus d'exploration, on va faire de l'aide humanitaire, mais c'est moins intensif au Guatemala. On va plus prendre conscience de. Et puis, les besoins sont énormes. Alors, ce village-là, les besoins en éducation, en santé, en infrastructure, en tout. Les familles sont très, très pauvres. Il y a un prêtre qui est là, qui est curé, qui s'appelle le père Franz Eugène. Et ça, c'est un bon contact en Haïti avec sœur Hélène, qui est une femme de Val-Alain, qui est là depuis 36 ans. Et qui nous donne un bon coup de main, qui nous aide, qui nous accueille. C'est elle, et puis Agathe Pellerin aussi, que peut-être vous connaissez, qui est Agathe, qui est à Port-au-Prince, qui travaille depuis 30 d'années aussi, et plus au ministère de la Santé en Haïti, qui est haut positionné maintenant au ministère de la Santé, puis qui nous aide à Port-au-Prince. On va passer une journée ou deux à Port-au-Prince, et le reste à Jérémie. Donc, en Haïti, on parle français et créole. Ce qui était écrit, en fait, ils ont pays chaud à Cakayan. Donc, c'est un pays chaud et accueillant. Le créole est un dérivé du français, de l'anglais, de l'espagnol et des dialectes africains. C'est une langue très imagée. On dit un enfant, c'est un monde, une personne, c'est un moon. Un enfant, c'est un petit moon. Une personne âgée, c'est un grand moon. Avoir faim, c'est bien gros, grand goût. Donc, grand goût, c'est avoir faim. Une femme enceinte, c'est une madame gros ventre. Donc, c'est très imagé comme. Alors ici, on atterrit à Port-au-Prince, je suis à la bonne place? Oui. Ouais, on atterrit à Port-au-Prince et nous, on va faire 12 heures. Cette année, 15. Cette année, 15. Ça dépend des travaux, sur la route et des affaires. Fait puis on va se ramasser à Jérémie qui est ici. On va passer par le sud. On va jusqu'au Caille. On s'en va ici à Jérémie. La partie ici, prend environ 400 km. Ça nous prend environ 6 heures, 6-7 heures. Et les 100 km qui restent vont nous prendre autant de temps. Parce que la route est vraiment maganée. La route est sinueuse, pas finie. On roule environ à 25-30 km/h. Alors, on roule vraiment comme des chemins de cabane à sucre. C'est plusieurs kilomètres. Alors ici, c'est en asphalte. Ça roule bien pas au point jusque-là, ça roule bien en asphalte. Un petit bout ici, et de là à là. Alors là, c'est vraiment terrible. Ils sont à la construire. Ouais. Donc, ça fait des années, mais ils sont à la construire. Éventuellement, ça va prendre. Et le jour où ça va être construit en asphalte, ici, ça va nous prendre 15, ça va probablement nous en prendre 8 ou 9 heures pour aller à Jérémie. Et de Jérémie aux Abricots, à peu près ici, c'est une vingtaine de kilomètres, ça nous prend 2 heures. Alors, c'est comme aller à Lourdes ici, à peu près. Ça nous prend 2 heures à cause des chemins. C'est ça. Donc, Haïti, c'est un pays qui partage son île avec la République dominicaine. C'est 2 pays totalement différents, c'est 2 cultures totalement différentes. Moi, j'ai vécu en République dominicaine quelques mois, puis en Haïti, et c'est vraiment une grosse différence. Haïti est il y a quelques statistiques, c'est environ 10 millions d'habitants, très concentré à Port-au-Prince. Taux de pauvreté 85%, qui vivent sous le seuil de la pauvreté, 54% de la pauvreté totale. Pauvreté totale, on parle de 1 à 2 $ par jour de revenus. Taux de chômage de 65%. Imaginez-vous, ici, on est à 7%, puis les économistes sont en état d'alerte. Et là-bas, c'est 65% de chômage. Donc, 2 tiers des projets qui est financé par l'aide internationale. Principale source de revenus, café, cacao, sisal, mangue, coton. Par contre, il faut savoir que dans les années 70, ils ont beaucoup déboisé pour utiliser le charbon comme ressource pour cuisiner. Et ils ont oublié de replanter des arbres. Ce que ça a fait, ça a créé de graves problèmes d'érosion parce qu'il n'y avait plus de racines pour retenir la terre. Ce qui fait que les terres fertiles, avec les pluies, se sont en allées. Ce qui fait que des zones agricoles riches, il n'y en a plus beaucoup en Haïti. Donc, ça prend des petits projets de reconstruction, tranquillement, qui se font, mais c'est très difficile parce que le sol est même plus là. Si vous croyez que c'est des nids de poules, là-bas, ils ont tout l'Orient au complet. C'est à Port-au-Prince. Alors, Port-au-Prince, quand on est allé il y a 2 ans, moi, ça m'a frappé, c'était 2 ans après le tremblement de terre, on est allé, en 2000.
Et on aurait dit que le tremblement de terre avait eu lieu la semaine d'avant. Alors, c'était aussi dévasté. On avait vu le palais présidentiel qui était dévasté. Moi, je pensais vraiment, ce qui m'a frappé, c'est qu'on aurait dit Beyrouth. On aurait dit un pays qui était en guerre, qui avait eu des bombes. Et cette année, déjà, on voit qu'il y a une amélioration. Cette année, c'est encore beaucoup moins pire. On voit encore beaucoup de pauvreté, puis c'est encore. Mais comparé à il y a 2 ans, là, il y a une certaine amélioration qui se fait. C'est une ville, ça, c'est une rue à Port-au-Prince. Déjà, elle est en asphalte. Et plus on est haut à Port-au-Prince, plus c'est riche. Et plus on descend, ben, on voit. Je ne sais pas, peut-être on reste pas à Port-au-Prince beaucoup, parce qu'on est longtemps, mais peut-être l'image, je sais pas si c'est. Ben, c'est transparent. Quand tu arrives là, ici, là, tout est séparé, tout est grand, tout est bien structuré. Là-bas, tout est condensé, tout est petit, tout est. C'est comme là, ça, ben là, on n'en a pas vu parce que là, ça s'est amélioré. Là. Oui. Mais c'est un choc culturel. Tu arrives là, puis c'est pas comme ici, là, c'est vraiment. Quand je suis retournée chez moi, à la fin, quand je suis revenue de mon voyage, là, j'ai dû pleurer pendant une journée au moins. Là, j'étais scandalisée par comment le monde peut être aussi différent, comment chaque pays peut être aussi différent. Donc c'est vraiment, c'est la façon qu'ils vivent là-bas. Là, les élèves qui viennent en Haïti il y a eu 2 exceptions, mais ils sont tous venus au Guatemala. Parce qu'on trouvait, que c'est comme Catherine pense, c'est un choc culturel qui est plus grand que le Guatemala parce que c'est vraiment la confrontation à la pauvreté. C'est un choc, c'est le cas de le dire. Donc, c'est ça. C'est comme une deuxième étape. Donc, ça prend une certaine préparation. Le Guatemala fait une bonne préparation pour Haïti. Donc, ils sont contents. C'est à peu près au milieu du parcours. Là. Cette année, on était en boîte de camion comme ça pour nos 15 heures. Il y a des années, la première année, on avait c'est un genre de Land Rover, on était 9 en arrière, puis moi, je suis pas très grand, mais quand même, et j'étais là, comme ça, pendant 9 heures. On arrêtait, là, je sortais, mais bon, c'est pas grand-chose, en fait, comparativement à la vie qu'ils ont là-bas. Alors ça, c'est le village des abricots qu'on va. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont situés sur une belle plage. Alors là, cette année, fait que l'eau était moins bleue, elle était plus grisonnante, mais quand il fait beau, il fait soleil, là, l'eau est plus belle à voir. Donc, il y a 20% des gens qui ont accès à l'électricité là-bas, aux abricots. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Une génératrice qui parle de temps en temps. Il y a 50% des enfants. C'est 20% des gens qui ont accès à l'électricité. Nous, on est allés au mois d'avril. Ouais. Et depuis le temps des fêtes, il n'y avait jamais eu d'électricité. Fait que oui, ils ont accès à l'électricité, mais le gouvernement ne leur en avait pas fourni. Fait que, parce que, après, il semble-t-il qu'ils ne payaient pas, bien évidemment, parce que ça coûte cher. Donc, oui, ils ont de l'accès, mais ils n'ont pas la ressource. Fait que, il n'y avait pas eu d'électricité, ni de jour, ni de nuit. Ça faisait 4 mois. 50% des enfants qui ne vont pas à l'école de l'abricot. C'est un peu ce qui nous a attirés à aller là, pour aider les enfants à avoir accès à l'école. Et le père qui est là, lui, il est en train de bâtir une école, on va le voir. Alors, il est en train de bâtir une école. Donc, c'est les abricots vue de l'école. Ça me donne quand même une belle vue. C'est un beau village. C'est un village de pêcheurs, Ouais. beaucoup. Cette année, mais Catherine était là, peut-être je vous laisse le raconter. On était sur la plage, puis quand on a fini, on a eu peut-être l'heure de se baigner. Mais là, on a vu au loin, pas une famille, mais plein de gens de la ville des Abricots qui tiraient sur un filet. Fait qu'il avait été étendre un filet dans l'eau. Puis là, il était en une vingtaine, je pense, puis il tirait après le filet, puis il ramassait. Il y avait plein de petits poissons, il devait en avoir 1000 en tout. C'était incroyable. Puis là, on était allés voir ce qu'ils faisaient, puis on était allés les aider à tirer. Donc, puis ils nous ont fait une place, ils nous ont remercié de les avoir aidés, puis ils étaient. Tu sais, ici, je sais pas si les gens nous ont regardé croche, qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous venez m'aider, je suis capable de ça, mais les autres étaient contents qu'on aille les aider, puis c'était spécial par ça. Là. On est arrivé dans le temps du carnaval, là-bas, le carnaval d'Haïti, le Mardi Gras, entre autres. Alors, les enfants se maquillent, s'habillent, là, les fêtes une partie de la journée pour voir une partie de la nuit. Et là, on les entend le tambour qui part, les marches dans les rues, ils vont chanter des chants traditionnels dans les rues. À tout ce point-là, il n'y avait pas de débordement, mais par contre, dans certains endroits dans le pays, pas au Caille, mais Cap-Haïtien, Port-au-Prince, les grands rassemblements, là,
principalement Mardi Gras, qui est la veille, qui est en fond la veille du carême. Hein. Donc, nous ici, on fait plus ça le Mardi Gras, hein, c'est à peine si on nomme ça. Mais là-bas, c'est une fête très fêtée, les commerces sont fermés, c'est jour férié, ils n'ont pas d'école. Donc, le Mardi Gras, c'est quelque chose d'important. Alors, les petits enfants là-bas, les filles, il y avait un gars à travers, là, mais le groupe a pu là-bas pas adopter, mais parrainer un enfant. On a pu je n'ai pas le mot se choisir, ça n'a pas l'idée, mais se jumeler, c'est mieux ça, se jumeler un enfant là-bas, qui ont pu après ça prendre pour 60$ par année, ils peuvent continuer à l'aider à distance pour son éducation. Donc, il y a des enfants comme ça qui n'ont pas accès à l'école, et grâce aux dons qu'on va faire, et comme à Marge Dupin, on donne 1 500$ cette année pour le parrainage, qui va permettre à ces enfants-là d'avoir une année d'éducation qui comprend manuel scolaire, habillement, inscription. Donc, ça va servir strictement avec la sœur Hélène et Père Jean, Père Eugène, à ce qu'il y ait à la nouvelle école là, qui est en train de se bâtir. C'est pas celle-là. Ça, c'est une maison là-bas. Donc, je vous donne une petite idée un petit peu de l'état des maisons là-bas. J'aurais même pas sûr une cabanon en arrière chez nous. Les petits enfants. Tiens, la petite fille à droite, c'est qui fait la grimace, là. Les filles, on peut raconter, Catherine, ce que vous avez fait avec, dans le fond, de ce jour. Ouais. Ben, elle, au début, c'est pas moi qui l'a pas trouvé, mais on était partis prendre une marche, puis la petite fille était assise sur son perron de maison. Puis là, tout à coup, tu sais, on y a souri, puis là, elle s'est approchée, mais elle était vraiment gênée. Tu sais, elle souriait pas, puis là, elle nous suivait, mais aucun sourire. Puis là, quand on est arrivé, finalement, l'orphelinat est arrivé avec nous, puis là, on a demandé, hey, on pourrait-tu. Tu sais, elle était pas comme ça, là, elle était toute sale, ses cheveux étaient tous mêlés, elle était vraiment, tu sais, mal à manger. Disons, puis là, finalement, on lui a fait prendre son bain, on l'a tout arrangé, on l'a peigné, on l'a habillé avec les vêtements qu'on avait. Puis là, elle a commencé à sourire, là. Vous voyez, elle fait une grimace, elle a commencé vraiment à. Tu sais, on l'avait jamais vu sourire avant d'avoir pris son bain, puis d'avoir. En fait, de s'avoir occupé d'elle. Puis là, ça fait une différence. Puis les enfants, là-bas, ils nous couraient après. Là. On marchait, puis on en avait 10 autour de nous. Là. C'est vraiment impressionnant. On est encore plus remarqué en Haïti parce que bon, les Haïtiens sont encore plus noirs que les Guatémaltèques. Et là, au village, aux abricots, là, des Blancs, il n'y en a pas beaucoup. Sœur Hélène qui y va. Mais sinon, des groupes de Blancs, il n'y en a pas beaucoup. Quand on va marcher, c'est particulier parce que les jeunes là, ont eu un choc culturel aussi parce que les gens, ils s'agglutinent, ils s'agroupent. Ils se regroupent, c'est ça. Ils se regroupaient autour de nous, puis là, les gens allaient acheter des choses pour les enfants, puis il y avait plein d'Haïtiens autour qui sont là, qui sont proches. À un moment donné, j'étais assis avec une élève, puis on placotait, et il y avait 15 personnes autour de nous autres qui étaient là, qui nous parlaient, puis ils parlaient créole, puis créole, je me débrouille, mais pas comme l'espagnol. Fait que, il me parlait, là, des fois j'essayais de répondre, mais il était là, puis il nous regardait, puis on était comme une source de. Fait que ça peut être un peu. C'est plus confrontant parce qu'on se fait regarder, puis nécessairement, quand on est blanc, on est associé à l'argent, on est associé à la richesse. Alors, en Haïti, les besoins sont encore plus grands. Alors, c'est ça. Fait que cette relation-là est différente. Ça, c'est l'école qu'on est en train de bâtir aux abricots. Elle n'est pas terminée. L'argent de Marge Dupin, entre autres, il y a une partie qui va là justement pour aider à la construction de l'école, à finaliser. Les élèves ont pu peinturer des classes. Il y a une classe, entre autres, qu'on va voir dans ce groupe d'élèves. On peut peut-être raconter l'histoire de l'eau, Catherine? Oui. Comme on voit sur la photo, les pichets d'eau, en fait, on partait le matin, puis on se rendait à une rivière, je pense. Je me rappelle bien, c'est une rivière. Puis là, on remplissait nos 2 canisses d'eau, puis on venait porter l'eau pour l'école, pour servir pour le ciment, pour finir les travaux. Mais la rivière était située à 1 kilomètre environ. Pas de temps. Fait qu'on devait marcher, puis aller chercher notre eau. Puis, tu sais, quand on va chercher notre eau, on fait attention pour ne pas en échapper, on fait attention pour ne pas en gaspiller. Chaque millimètre d'eau va servir. Donc, c'est différent d'ici. Si on ouvre le robinet, puis il y en a un peu qui a tombé à côté, c'est pas grave, ça dérange pas, il y en a tout le temps à volonté, mais là-bas, on fait attention. Il n'arrose pas le asphalte. Non, ni la pelouse.
Il y a très peu de gens qui ont accès à l'eau potable dans les maisons. Les gens vont toujours se déplacer, il y a des sources d'eau. Donc on voit souvent des gens en vélo, à pied, en moto, qui vont chercher leur eau pour la journée. Puis c'est ça fait partie des tâches quotidiennes. Donc c'est autant des enfants que des personnes plus âgées qui vont participer à ça, puis qui se doivent d'aller chercher de l'eau, c'est essentiel. Mais c'est ça, c'est là qu'ils sont. Justement, par rapport à l'eau, nous, comme occidentaux, quand on voyage, il faut tellement faire attention parce qu'on devient malade assez rapidement. Est-ce que c'est cette eau-là que vous pensez? Non, nous, on avait de l'eau en bouteille. Autant au Guatemala qu'en Haïti, ceux qui nous accueillent nous fournissent de l'eau en bouteille. Ça, c'est les toilettes qu'on est en train de construire. Parce que même, c'est ça, là, ben, les gens au Guatemala consomment très peu l'eau du robinet, vont prendre aussi l'eau en bouteille. Sinon, ben, là, les gens en Haïti vont la faire bouillir. C'est pas de système de filtration. Ça, c'est les toilettes qu'on est en train de construire avec l'argent à marge du pain à l'école. Donc, pour que les enfants puissent avoir accès aux toilettes le jour. Parce qu'ils sont loin de la maison. Hein. L'école est quand même assez isolée. C'est au moins une bonne distance pour partir pour aller à l'école, qui monte une montagne. Fait que, évidemment, ils ne peuvent pas aller aux toilettes chez eux. Là. Fait que, on est en train de construire des toilettes avec l'argent à marge du pain. Il restait des portes à poser, puis les trous sont déjà creusés. En Haïti, on voit c'est souvent des choses qui, pour nous, sont. On n'a pas à se dire, on ne demandera jamais à quelqu'un, ouais, il y a des toilettes dans votre école. C'est évident, mais là-bas, ben non, c'est ça. Ça prend, oui, on construit une école, mais ça prend d'autres ressources pour construire des toilettes, pour permettre aux enfants de ne pas aller dans le bois, parce que c'était ça qu'il y avait dans le bois. Alors, il n'y a rien d'acquis en Haïti. Ça, c'est de la classe qu'on est en train de construire. Là-bas, on a peinturé, c'est la classe qui va s'appeler la classe Marche du Pain. Donc, à l'honneur de l'Office civil de notre don. Donc, c'est une classe qui ne manque plus rien que les bureaux. Et les voilà. Alors, c'est même tu dis un peu à quoi ça ressemble une classe là-bas. On est loin du confort des classes primaires ici. La classe, la photo, je l'avais prise, je l'avais passée. Je suis pas mal à côté sur le mur du fond de la classe. Alors, vous voyez, la luminosité n'est pas extrême. La toilette, alors, ça c'est une toilette qu'on a bâtie à Jérémy. Là, on était un peu plus loin à Jérémy. Et à Jérémy, on a aidé à construire le centre Jean Bosco, qui est une école là-bas, par Sœur Hélène. Une école qui a bien évolué depuis 4-5 ans, là, je dirais. Et la Marche du Pain, on avait fourni pour la construction d'une toilette. C'est 50 pieds creusés, ça. Là, un enfant qui tombe dans le trou, là, on a récupéré tout. Alors ça, c'est à Jérémy, l'école de Sœur Hélène, il y a 2 ans. Là, on retourne à l'abricot, c'est un peu mêlé. Ça, on allait à la messe aux abricots à l'église du village. Belle expérience, hein, de vivre une célébration là-bas, dans la culture haïtienne, avec les messes haïtiennes, beaucoup de tam-tam, beaucoup de... c'est le Père Eugène qui est là. Père Eugène est considéré que, pour lui, c'est quasiment le prophète du village. Quelqu'un est très apprécié, très aimé, très écouté. Un très bonne personne. En général, en Haïti. Hein? Ça parle français là-haut? Oui, C'est clair français ou c'est mélangé. Dans le sens que la langue officielle, c'est le français en Haïti, mais la langue parlée, c'est le créole. C'est souvent, ben, la langue qui va être apprise à l'école, c'est le français, mais les gens vont peu à l'école, donc c'est le créole qui est conservé. La religion est principalement catholique. Par contre, 80% des catholiques croient au vaudou. Donc, c'est pas, le vaudou c'est pas juste des poupées, c'est des célébrations, c'est des danses, des gens qui viennent en transe, des danses, et certaines légendes aussi, là, un peu comme on avait le bonhomme 7 heures ici, avant. Et bien, là-bas, ils appellent ça les loups-garous, ça fait partie de la légende vaudou, mais c'est pratiqué. Donc, alors, voyons un an, du côté gauche, on voit en haut, là, c'est il y a 2 ans qu'on est allé. Et vous voyez, cette année qu'on est retourné, le 2e étage, c'est fini, on peut circuler. Là, ce que Sœur Hélène et le monsieur sont, c'était là où ce que les classes à droite. Là. Donc, c'était pas fini, on est en train de construire l'an passé, en 1 an. Ils ont réussi à terminer des classes en haut. Donc, le projet va bon train. Et on répète, la Marche du Pain contribue entre autres à ce projet-là d'école à Jean Bosco. Une école bien organisée, qui sert un repas par jour aux enfants. Les enfants arrivent le matin à 7 h, repartent vers midi et demi, 1 h. Et ont un repas, et ont accès à l'eau potable, et ils ont une éducation avec des costumes, ils ont un uniforme, tout. C'est vraiment bien organisé, et ça, c'est tout par les dons. Et c'est Sœur Hélène avec un prêtre là-bas qui gère cette institution-là. Alors, il y a une classe là-bas qui s'appelle la classe Marche du Pain aussi.
Pour nous, c'est important, autant au Guatemala, dans l'Haïti, d'avoir des bonnes références là-bas, d'avoir des gens en qui on croit. Parce qu'Haïti, malheureusement, c'est un pays où la corruption est immense. Je pense à quand il y a eu le tremblement de terre, il y a des milliards d'argent qui sont partis vers Haïti. Il y en a même qui ne sont pas partis, qui ont été ramassés, qui ne sont même pas partis. Mais même dans ce qui s'est rendu en Haïti, il y en a des centaines de millions qui ont été détournés par le gouvernement, qui ont été mal utilisés. C'est ce qui fait que nous, on a Sœur Hélène qui est là, on a Edgar et Cassira qui sont au Guatemala. Ça nous fait un pied à terre. Parce qu'on ne peut pas sauver Haïti, on n'a pas les ressources pour sauver Haïti. Mais on se dit, le projet qu'on fait, il aide concrètement des enfants par l'éducation. C'est la base d'une société éduquée, une société qui se respecte. Ça prend une éducation. Donc, c'est la base. En faisant ces petits projets-là, ce qu'on fait va devenir des agents multiplicateurs. Les élèves qui vont à l'école de Sœur Hélène, à Jérémie, pour certains, c'est des enfants esclaves. Donc, c'est des enfants qui sont dans des maisons qui servent d'aide ménagers et de très tôt le matin jusqu'à tard le soir sans avoir de salaire. Donc, d'aller à l'école, ça leur permet d'avoir une éducation, peut-être de sortir de ce cercle-là. Et on le disait tantôt, ça leur donne un repas par jour. Puis souvent, c'est leur seul repas dans la journée. Alors, on a fait ramasser des bonbons. Pour moi, je travaille à l'école primaire aussi, à Saint-Édouard ici, une demi-journée de semaine. Et j'ai demandé aux enfants du primaire à l'Halloween de ramasser des bonbons, de leurs bonbons, d'en donner une partie pour Haïti. Puis j'ai ramassé dans les classes les bonbons dans surplus que les élèves voulaient donner. Et puis j'ai emmené les bonbonnières en Haïti qu'on a distribuées aux enfants là-bas. Donc ça a été une belle expérience pour les enfants. Puis une façon aussi de les jeunes qui ont des millions de bonbons puis qui reçoivent des sacs, ça fait quoi en faire. D'en ramasser un petit 5%, un petit 3% de bonbons. Ça n'a pas paru dans le tas, eux autres. Là. Mais là-bas en Haïti, le petit sac qu'on donnait, ils étaient très, très heureux, les enfants, d'avoir ça. Les enseignants aussi étaient beaucoup plus heureux parce que là, 2 ans, on n'avait pas apporté et on en avait acheté en Haïti. On avait acheté des suçons et quand on avait fini de manger le suçon, ça faisait un sifflet. Fait que là, les jeunes avaient vite saisi. Puis, OK, on croque le son. Puis là, fait que dans la cour d'école, il y avait une centaine d'enfants avec leurs petits bâtons. Les enseignants. Ils n'avaient pas trouvé drôle. Si vous avez aimé les bonbons, vous avez ramassé ça à l'Halloween ici. Oui, ici. Là, vous êtes allé là après. En avril. C'est ce que conservé par Oh, c'est des bonbons. Là, dans les nourrissants. Bon, c'est ça, c'est des bonbons qui étaient encore très bons. En tout cas, ils ont trouvé très bons. C'est petit qu'on a lavé. Ici, les enseignants, je prends à l'école c'est des Haïtiens. Donc, c'est des gens qui sont dévoués. Le salaire est minime. Là. Le salaire d'un enseignant en Haïti, c'est environ 50 à 60 $ par mois. C'est un des problèmes d'ailleurs de l'éducation en Haïti. Le problème, c'est pas nécessairement les écoles, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les enseignants. Donc, ils ne sont pas capables d'avoir de la qualité d'enseignement, à part les grandes écoles privées là, riches, là, à Port-au-Prince, il y en a quelques-unes pour les riches du pays. Mais les gens en général, les enseignants peuvent aussi bien lâcher au plein milieu d'année, ils ne sont pas payés. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas eu de salaire. Fait qu'ils abandonnent, ils ne donnent pas de la qualité de cours parce qu'ils ne sont pas motivés. Ça, on l'a vu il y a 2 ans, quand on est allé à Jérémie. On a vu le niveau de motivation des enseignants. Là, il laissait beaucoup à désirer. On n'était pas très stimulés et stimulants. Est-ce que vous apportez des choses avec vous, des vêtements, des fournitures scolaires, des trucs comme ça? On apporte beaucoup. On essaie d'apporter des vêtements, oui, souvent les élèves même vont laisser leurs choses. Ce qu'on essaie d'apporter le plus, autant en Haïti qu'au Guatemala, c'est les produits sanitaires. Parce que c'est difficile, ça coûte cher. Pâte à dents, brosse à dents, on a eu la chance d'avoir un don de beaucoup de pâte à dents, de brosse à dents. Des savons, des shampoings, des services sanitaires, parce que c'est des ressources qui là-bas sont difficiles à trouver et très coûteuses. Fait que, pour nous aussi, c'est rien. Fait que oui, on essaie de remplir des valises le plus qu'on peut de stock pour apporter là-bas, pour laisser des choses qui servent, qui sont pratiques. Les bonbons, c'est un extra. Catherine, tu pourrais peut-être parler de ton expérience avec ta jumelle? En fait, sur la photo, ben là, moi, je suis ici, plus à gauche. Puis à côté de moi, elle s'appelle Cathy. Moi, je fais partie d'un comité d'audit de Sainte-Sophie, en fait, tout ce que je reste. Puis dans ces comités-là, on parraine un enfant. Donc, environ 2-3 comités, on a un enfant. Donc, nous, Cathy.
Puis là, on y envoie à chaque année à Noël, puis l'été pour son école, des dons d'argent pour qu'elle puisse aller à l'école, pour qu'elle puisse se vêtir, pour qu'elle puisse s'aider parce qu'elle vit dans un orphelinat. Puis ces personnes-là vivent en Haïti. Fait que lorsque j'ai su que je suis allée en Haïti, j'ai envoyé une lettre à la fille qu'on parrainait. Puis là, j'ai dit, hey, ça serait le fun qu'on puisse se rencontrer pour une fois. On s'est jamais vu, on s'envoyait des lettres, on s'échangeait des messages, mais ça ferait une différence si on pouvait se voir en vrai un jour. Puis là, quand j'ai su que ça marcherait avec Agathe, ben, on est allé rencontrer nos jeunes qu'on parrainait. Puis il y a Chloé aussi qui était là tantôt. Elle aussi, elle fait partie d'un comité, donc elle de Laurierville. Puis elle aussi, dans le comité aux 18, parraine un enfant. Donc ceux qu'on voit sur la photo, c'est les 4 enfants qu'on parraine dans nos comités aux 18. Donc ça faisait spécial de les voir en personne. Ça a donné une éducation à ces enfants-là. Non. C'est Non, vas-y. C'est la résidence, en fait, qui est tenue par Agathe Pellerin. Donc, Agathe de Port-au-Prince. Et s'occupe d'un centre de personnes âgées. Donc, des femmes, oui, c'est uniquement des femmes, qui sont dans la rue, malheureusement, et qui ont été, amenées au centre pour leur bien-être. C'est pas un hôtel tout inclus. Les femmes sont très bien entretenues, mais les ressources sont minces. Donc, c'est une petite salle et les femmes, ils sont là. Puis bon, ils jouent un peu avec le pas grand-chose qu'ils ont, une placote. Mais donc, c'est pas des conditions qui sont magnifiques. Malheureusement, heureusement, c'est beaucoup mieux que d'être dans la rue. Alors, cette année, la Marche du Pain a donné l'argent pour améliorer ce centre-là. Par contre, les gens qui sont là sont très dévoués, font du très bon travail. C'est juste qu'on fait la référence. Simone d'Haïti. Une belle photo. Alors, c'est ça, c'est des 2 projets qui sont faits par Jeunesse sans frontières, qui permettent à des jeunes d'en apprendre. On espère toujours qu'ils ressortent grandis de ces expériences-là. Je pense que moi et Catherine peuvent en témoigner. Et on continue. Puis si jamais vous avez envie de vous impliquer d'une façon ou d'une autre, avec vous êtes toujours les bienvenus qui le font activement. Sinon, d'encourager les projets qu'on chapeaute. La Marche du Pain, entre autres, ça me donne un coup de main, ça permet à des jeunes. Ce qui est le fun des jeunes, on en a beaucoup qui sont venus dans les années passées, et bien souvent ils vont retourner au cégep, ils vont se trouver un projet au Burkina Faso, ils retournent en Haïti ou au Guatemala. Ils continuent de s'impliquer, puis ils continuent de s'impliquer dans leur communauté aussi. Les filles le faisaient déjà, mais beaucoup de jeunes qui continuent à le faire. Fait que c'est du développement durable, oui, pour le Guatemala et Haïti, mais aussi pour notre communauté et les communautés avoisinantes, parce que ces gens-là s'impliquent dans différents projets. Pour nous, c'est une mission accomplie. Chaque jeune qui vous accompagne, doit défrayer les frais pour se rendre là-bas ou c'est des campagnes de financement? Comment ça fonctionne? Bon, on a une partie campagne de financement, mais on doit dire que les jeunes vont débourser au moins 75% à peu près du montant, parce qu'en financement, on va aller chercher environ 25-30%. On va aller chercher, mais comme tu sais, c'est 30 élèves. Un voyage au Guatemala, ça peut être aux alentours de 1500, 1800 $, 2 semaines et demie. Et donc, le billet d'avion en partant, il est rarement en bas de 900 $. Alors, ce qui fait qu'il reste, déjà le billet d'avion, c'est déjà beaucoup. Fait que les élèves, on fait du financement, à un moment donné, il y a une limite au financement parce qu'on est 30 élèves. Alors, on propose du financement individuel, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre des choses. Chacun peut avoir du financement pour soi ou du financement collectif. Le principe, c'est de travailler ensemble. On va faire des projets collectifs, Marche du Pain en est un. Le Normand Maurice, on va faire du souper spaghetti, l'emballage chez Maxi. Alors, tout l'argent est divisé au nombre de jeunes qui viennent. Pour le reste, les gens ils ont l'année avec les pères. Comme hier soir, on a rencontré la gang de 2015.
ceux qui vont y aller pas cet été, mais l'autre été d'après. On les a rencontrés hier avec les parents pour qu'ils se préparent. Ils ont 1 an pour préparer un petit peu, ramasser du sous, travail, les jeunes travaillent, ramassent du sous. Ils nous font on a un système de paiement par mois pour faciliter ça, pour nous donner un chèque 2 jours avant, 1 500 $. Mais ils ont quand même, ils peuvent donner un paiement, puis ça ne marche pas. Bon, on fait des arrangements avec eux. L'idée, c'est pas que l'argent les empêche de faire le voyage, mais en même temps, c'est un voyage qui ne peut pas rien coûter. Idéalement, on aimerait bien avoir une subvention gouvernementale qui nous verse un 10 000 $ dans notre compte pour dire, regardez, on paye le voyage aux jeunes. Il y a bien des programmes qui sont inutiles, qu'on aimerait bien qu'ils soient détournés vers des activités comme ça pour les jeunes qui sont vraiment formateurs. Mais malheureusement, on a cherché, ça n'existe pas des programmes comme ça. Pourtant, il y a beaucoup de voyages humanitaires dans les écoles maintenant. Pratiquement toutes les écoles ont leur voyage humanitaire, mais il y a 0 subvention pour les voyages humanitaires dans les écoles. Alors ça, c'est quelque chose qu'un jour, un politicien aura une bonne écoute, une bonne oreille, pourra peut-être penser à développer un programme pour aider les jeunes à vivre ce genre d'expérience qui change leur vie, qui change la communauté, une expérience majeure dans leur vie. Ça, je peux vous garantir que les jeunes qui vivent le Guatemala ou Haïti, c'est une expérience majeure dans leur vie et qui change leur vie, mais qui change les vies autour. Alors malheureusement, là encore, il faut qu'ils défraient. Puis souvent, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu tant qu'à payer 1800$ pour aller à Guatemala, va te payer en République dominicaine, à Cuba, tout compris 5 étoiles. On leur dit, c'est pas ça l'objectif. Le but, c'est pas un voyage pour faire de la plage, puis un voyage pour avoir du plaisir. Oui, on a du plaisir, c'est pas un voyage dur, on a du plaisir là-bas. Mais là, c'est un voyage humanitaire, c'est un voyage d'engagement. Et le jeune, il se prépare 1 an à le faire. Alors, toute l'année, il faut qu'il fasse du bénévolat, il faut qu'il s'implique, il faut qu'il aille faire des personnes âgées à Noël, on va chanter dans les foyers, on va aller avec l'Hôtel Québec à Soupe populaire, on va faire la journée Normand Maurice, ils vont s'impliquer, j'en oublie peut-être, là, mais on va faire des projets durant l'année, s'impliquer auprès des gens d'ici, et après ça, on est prêt à faire du bénévolat dans ces pays-là. C'est un petit peu la mentalité qu'on a. Il n'y a personne qui s'inscrit au mois d'août, puis bon, on s'envoie à l'aéroport, je te donne 100$, je te fais un chèque, puis on s'envoie à l'aéroport en juin, puis on part. Non. Il y a une obligation, l'implication, il faut être assez rigoureux pour suivre ça. Là. Les jeunes ne s'impliquent pas, on les rencontre. Tu t'impliques, faut que tu t'impliques à ton école avant. C'est pas tout le temps évident, mais on essaye beaucoup que les activités qu'on fait, autant dans les financements que dans le reste, soient cohérents avec les valeurs du projet. La journée Normand Maurice en État, on va avoir des résidus domestiques dangereux, donc on aide un peu l'environnement. La marche du pain en est un, on aide internationalement. Et on va beaucoup prôner le produit équitable, l'achat local. Donc, je donne le même exemple, mais c'est ça, on ne fera pas un lave-auto pour ramasser de l'argent, alors que quand on est là-bas, les gens n'ont pas d'accès à l'eau potable. Donc, pour nous, ça devient un peu incohérent. Fait qu'on essaie de trouver des choses qui sont cohérentes. Donc, question d'inculquer aussi aux élèves les valeurs qu'on veut qu'ils découvrent là-bas. La justice sociale, la SNF, travailler ensemble dans un même projet. C'est pas tout le temps facile. On est dans une société de consommation, mais on essaie autant qu'on peut d'aller dans ce sens-là. Les élèves vont vivre également un camp dans l'année, soit le Guatemala ou Haïti. On va vivre un camp de 24 heures. On va s'en aller à un endroit, 24 heures, parce qu'on va apprendre à se connaître, à former un groupe, c'est important. Former un groupe entre nous, se connaître, avoir des outils de communication, s'il y a des conflits, si ça ne marche pas, d'avoir des outils pour apprendre à se communiquer ensemble, apprendre à les voir en dedans de soi aussi, est-ce que je suis prêt en dedans de soi à m'ouvrir à une autre culture, est-ce que je suis prêt à vivre cette expérience-là. Donc, c'est des choses qu'on va vivre ensemble dans un camp. Donc, la préparation est quand même assez intensive pour ça. Ça fait des beaux jeunes qui, après ça, s'impliquent dans notre communauté, comme Catherine ici présente. C'est vrai que ça intéresse à titre personnel. Nous, ceux avec qui on va, l'organisme qui nous chapeaute, on va dire, pour le Guatemala, ça s'appelle CASIRA, C-A-S-I-R-A. C'est un organisme de Thetford qui, justement, a des projets, je parlais tantôt, Pérou, Bolivie, Paraguay, Guatemala, et des gens à la retraite, ou sans être à la retraite, quelqu'un qui voudrait aller s'impliquer, qui voudrait faire un périple d'aide humanitaire, peut le faire. Je pense que le minimum, c'est 2 semaines. Ça peut être 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et les gens vont payer une pension. Ils sont quand même sont très bien reçus. Et il y a possibilité de, oui, dormir à l'orphelinat, mais aussi d'avoir une résidence à la capitale où les gens vont y aller l'eau chaude, il y a Internet et tout, il y a la laveuse sécheuse. Fait que c'est possible ça, de faire ça. Il s'agit de communiquer avec eux autres. Oui,
J'ai mon frère qui est allé au Guatemala, Oui. il était 2 mois, il a travaillé à l'orphelinat. Il était, donc, c'était avec SCFA. Est-ce qu'il... Il était avec un ami ici. Là. OK. Ben, c'est ça, on a... Ils ont aimé ça beaucoup. Ah, c'est une belle... Parce que c'est un beau contact avec les... l'orphelinat, là. OK. Ben, c'est ça, on en voit chaque fois qu'on y va, presque, il y a des gens qui sont là. Il y a eu un père et son fils, il y a déjà une dame toute seule, une élève, une élève du cégep qui était là aussi toute seule. Donc, c'est beau parce que c'est un contact avec les gens là-bas. C'est pas juste surveiller nous autres, puis vous autres. Il y a un contact qui se crée, qui est facile. Il m'a donné un peu d'argent, puis je pensais qu'il allait utiliser pour lui, mais il m'a fait un parrainage, là. OK. Je supposais qu'il a eu. Oui. Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. Ils m'ont téléphoné pour dire que j'ai pas eu une photo, j'ai rien eu, là. J'aurais aimé ça d'avoir quelque chose. Ben, on prendra des photos. On se voit. C'est pas le parrainage, là. Ben ouais, c'est ça. Si vous avez le nom de l'enfant. Oui, je vais l'aider. OK, bon. On va regarder ça. Au point de vue sécurité, qu'on voit ces gouvernements-là sont tellement irresponsables. Là. S'il arrivait un drame à votre groupe, quelque chose, est-ce que... C'est malheureusement déjà arrivé à pas un autre groupe. C'est arrivé à un groupe de Québec, une dame que je connais, une fille que je connais à Québec, c'est arrivé. Ils ont eu un bon support de la commission scolaire, un bon support de là-bas, une bonne collaboration de là-bas. Une élève qui était décédée. Le gouvernement? Oui, l'organisme Cassiera, je trouvais que Thetford a aidé beaucoup. Ça a facilité le déroulement là-bas. C'est jamais quelque chose qu'on souhaite, mais on est très bien encadré là-bas. Il y a souvent beaucoup de groupes. Il y a 8 à 10 groupes qui sont reçus à l'orphelinat chaque année. Fait que, ils sont habitués, mais on n'est pas à l'abri de ça. On se souhaite jamais qu'il arrive quelque chose, mais on a toujours un bon support à donner quelque chose. On ne peut pas affaire avec le gouvernement direct. Mais heureusement, on n'a jamais rien eu pour faire affaire avec le gouvernement. Parce que comme disait Mario, la collaboration, en tout cas pour ce qui est, le gouvernement ne fait rien pour l'école et à Grand-Chalon. Mais pour le reste, on est très bien encadré. Comme on dit tout le temps aux parents, on essaye d'être leurs enfants, ben, Mario, ses enfants. Il n'y avait rien de grand-chose sur les argents qui ont été envoyés après le tremblement de terre. Ah, ça, il y a eu des pertes. Ils ont tout gardé. Il y a eu des portes. Ben, en fait, il faut comprendre que les gouvernements là-bas, c'est des gouvernements corrompus. Ici, on a comme ça Charbonneau, là-bas, ça durerait 10 ans, quoi, Charbonneau, 24 sur 24. Il en sortirait pas. Mais c'est une corruption à un autre niveau, dans le sens que tu demandes, je regarde Haïti, surtout côté là, c'est peut-être un petit peu moins pire. Je pense que Guatemala, il y a des efforts quand même qui se font, qui s'en sortent. Mais Haïti, c'est autre chose. C'est qu'Haïti, je pense que le président qui est là a des bonnes intentions, sauf que ça reste des country clubs. Ça reste des gouvernements qui sont bien entre eux. C'est entre eux, ils font des politiques entre eux, ils vont s'aider entre eux, ils vont se. Et le peuple est toujours un petit peu perdant là-dedans. Les Haïtiens eux-mêmes sont un peu désespérés par rapport à ça. L'année passée, que il nous disait là-bas, il disait qu'il faudrait quasiment repartir sur un autre nom. Il faudrait vraiment que le pays fasse faillite, puis qu'on parte tout ça, parce que il y a tellement de choses. Le tremblement de terre n'a pas aidé, mais la problématique ne vient pas du tremblement de terre. Ça n'a pas aidé, là, mais ça vient avant. Là. Il y a eu une dictature là, avec le Ils ont eu tellement d'argent. Il y a eu une dictature avant ça qui a manipulé des milliards de dollars. Alors quand Duvalier est parti, ils l'ont remplacé par Aristide, qui était aussi pire, finalement. Et finalement, après ça, ils l'ont remplacé. Et là, ils ont un gouvernement un petit peu plus démocratique. Là, il y a un début de démocratie. C'est mieux que c'était. Mais on n'est pas rendu à ce qui est aussi au Québec, même si on trouve qu'on est corrompu, là, ça n'a rien à voir avec... Avec les milliards, il y en a qui ont détourné. C'est pour ça que nous, on s'assure que l'argent, on va l'apporter directement, je dirais, puis c'est pas un jeu de mots, là, en main propre. On la donne à Sœur Hélène, et elle nous fournit des factures de ce qu'elle achète. On le voit sur le terrain, on a voté même affaire. On sait que l'école se bâtit, les choses se font, donc on sait que l'argent, on n'envoie jamais d'argent par la poste. On n'envoie jamais d'argent par personne interposée. On va là, on donne directement, on a des fruits. On sait qu'ils sont honnêtes. Parce que c'est pas évident, je répète gros ce que je veux dire, mais c'est pas évident là-bas de trouver des gens, des organismes avec lesquels on peut avoir 100% confiance. C'est vraiment pas évident. Guatemala un peu plus, mais en Haïti, là, c'est une culture, je ne veux pas les juger parce qu'ils sont dans la survie. Puis quand tu as faim, tu es dans la survie.
il n'y a rien que tu ne feras pas pour être capable. Tu sais, il y en a, exemple, qui vont donner leurs enfants à la prostitution, ils sont au capital, ils n'ont plus rien, ils sont dans la rue, ils ont faim, le seul moyen qu'ils peuvent s'en sortir, c'est de dire on va faire de la prostitution, on va aller chercher un 5$, un 10$, puis on va manger pour la semaine avec ça. C'est ça. Là. Donc, à ce moment-là, les valeurs morales, là, ils sont plus élastiques quand tu as faim et quand tu n'es plus dans. Je pense que c'est un peuple qui est très croyant, hein. C'est un peuple qui est très religieux, très croyant, mais. De là, je pense à favoriser les initiatives où les Haïtiens sont invités à se prendre en main. Ouais. Parce que c'est le secret, parce que à donner, c'était pareil, là, comme mes parents m'achetaient une paire de culottes, j'étais payé par mes parents, je jouais dehors, j'en prenais les genoux de ben verts, j'en prenais pas soin. Le jour où je me suis acheté mes propres pantalons, fait que c'est un peu la même chose de donner, mais je pense que c'est ça. Il faut stimuler l'autonomie haïtienne. Puis c'est ça, Sœur Hélène, elle fait, les femmes avaient aidé des femmes à se partir un petit commerce de savon, d'artisanat. Donc les femmes devenaient autonomes, vendaient des trucs et se permettaient de survivre comme ça. Je pense que, en tout cas, à mon avis personnel, je pense que c'est de stimuler ces projets-là, ces projets d'éducation-là. Le prise en main, parce que c'est un coup pas de force. Haïti, c'est un coup pas de force. On donne, on ne donnera jamais assez. On donne. Il faudrait qu'il y ait, c'est ça des milliards qu'on donner là dans le tremblement de terre, c'est ça, il faut vraiment les aider à se structurer, à croire en eux. S'ils croient en eux, il y a un problème d'estime de soi en Haïti, de croire en eux, de croire qu'ils peuvent s'en sortir, de croire que c'est possible. Ils se sont fait dire des années que c'était les gouvernements, ils ont gardé dans l'ignorance. Hein. Les gouvernements, ils ont gardé dans l'ignorance, pas d'éducation, et ils ne voulaient pas qu'ils s'instruisent nécessairement, parce que quand un peuple qui s'instruit, c'est un peuple qui découvre, et après ça, ils savent là, que un peu, ils se lèvent debout. Là. Fait que ça, là, c'est quelque chose que, présentement, c'est de l'éducation. Puis le président Martelly, quand même, il y a ça qui est bon. Il veut que les jeunes soient éduqués. Donc, c'est l'école pour tous, c'est le programme École pour tous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enseignants pour mettre dedans. Et ils ne payent pas. Pourquoi pas le faire? Oui. Non. Merci beaucoup. Merci.